je dirais, au moment de l'installation du public. Il y a encore des places. Je vous laisse faire en sorte de trouver un endroit pour être le mieux placé, à lire la presse et à disséquer les rapports les plus sérieux. Une évidence saute aux yeux. L'école publique française n'est pas dans une très grande forme. La crise qu'elle traverse est multifactorielle, tant dans son mode de fonctionnement, attractivité du métier d'enseignement, remplacement à la gestion aléatoire, relations de plus en plus tendues avec les parents, que dans sa capacité à réduire l'échec scolaire et à surmonter les inégalités entre les élèves. On peut dire aussi, pour plomber en quelque sorte définitivement l'ambiance, mettre en évidence la dégradation du climat scolaire et les problèmes récurrents d'incivilité au sein même de l'école. Et les maires, me direz-vous, eux qui n'auraient sur le papier qu'à s'occuper du bâti scolaire, de la restauration et des activités périscolaires, j'en oublie peut-être encore un petit peu, comment font-ils pour apaiser l'école, rendre la scolarité plus joyeuse et fondamentale pour l'ensemble de nos enfants ? Comment renouer le dialogue et la confiance entre tous les acteurs de la communauté éducative ? Quels sont les dispositifs à l'œuvre pour y parvenir ? C'est la question essentielle que nous poserons tout au long de ce forum. Vous qui êtes habitués à ces forums, vous en connaissez désormais les modalités. Delphine Labaïs, maire de Périgueux, et Frédéric Le Turc, maire d'Arras, en sont les deux coprésidents. C'est-à-dire qu'ils ont un accès direct sur cette scène quand ils le souhaitent pour venir poser des questions et réagir aux propos des autres intervenants, les maires qui sont là avec moi et qui vont donc apporter des témoignages. Il y a Marc-Antoine Jamet, merci d'être là monsieur le maire, maire de Val-de-Reuil et vice-président de la communauté métropolitaine de Seine-Eure. Gilles Leprousse, il arrive parce qu'il se passe des tas de choses, vous avez bien compris en ce moment au congrès des maires, il y a une conférence de presse de tous les présidents des fédérations d'élus et donc en tant que président de la fédération de l'association Ville et Banlieue, Gilles Leprousse a donc il répond à mes confrères en ce moment à un certain nombre de questions. C'est le maire d'Allonnes dans la Sarthe. Il est aussi vice-président de la communauté urbaine du Mans Métropole. Amdila Ouidou Soumaïela, je ne sais pas s'il est là, il est là. Ah, bonjour monsieur le maire, je ne vous avais pas vu avant, c'est pour ça. Maire de Mamoudzou à Mayotte, Corinne Sauvage, maire de Montamisé dans la Vienne, Fabien Guichou, adjoint au maire de Foix dans l'Ariège, et Muriel Muret-Baudouin, maire de Noyal-sur-Vilaine, présidente de l'association des maires de l'Île-et-Vilaine. Je vous propose, peut-être madame la ministre, un petit mot avant de commencer ce forum, pour nous dire, d'abord, vous remercier d'être là. Vous pouvez venir ici. En gros, le principe, c'est qu'on rejoint en quelque sorte le ring, entre guillemets. Et voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'un forum sur l'éducation ? Vous pouvez imaginer, regardez, la salle est bien remplie, qu'on va vous poser des tas de questions. Je vois. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est donc une première fois pour moi dans cette association des maires de France, au sein de vous tous. Et je me présente avec beaucoup d'humilité parce que, en fait, je crois que vous êtes tous... pour moi, et c'est comme ça que j'entrevois ce temps d'échange, un peu des capteurs. Et vous allez me permettre de me dire un peu ce qui se passe sur vos territoires. J'ai besoin de comprendre, d'entendre ce que vous faites, vos initiatives. J'ai envie de mettre aussi l'accent sur ce qui fonctionne. Tout à l'heure, vous avez parlé de plomber l'ambiance. Moi, j'ai envie aussi de voir le verre à moitié plein. Je crois qu'il y a des tas de choses que vous mettez en place et qui fonctionnent. Il faut, je crois, les faire connaître. Je veux me nourrir de tout ce que vous faites et qui fonctionne, m'en inspirer certainement. Et puis que vous puissiez également, naturellement, me faire part de vos attentes, de vos doutes, de vos incertitudes, de vos craintes peut-être. Partager aussi avec vous ce que j'entreprends, ma manière de voir l'école. Une école, en quelques mots simplement, une école qui... Sommairement, la vision que j'en porte, une école qui aujourd'hui a besoin avant tout, et c'est la mission que je porte, d'élever le niveau de nos élèves et de les faire réussir tous sans en laisser un sur le bord de la route. C'est très compliqué, c'est une ambition très forte, mais sans ambition, on ne fait rien, on n'avance pas. Je pense que vous êtes les premiers certainement à le vivre au quotidien. Donc voilà, je m'arrêterai là parce que j'ai surtout envie de vous entendre et puis de pouvoir avoir ce temps d'échange pour pouvoir ensemble construire l'école dont nous avons besoin demain, au XXIe siècle, une école qui doit pouvoir être accessible à tous dans des conditions qui, rien que territorialement parfois, sont assez difficiles. Je pense notamment aux territoires ruraux, aux territoires de montagne, évidemment aux territoires ultramarins.
Merci Madame la Ministre, donc vous revenez ici quand vous le souhaitez. On va poursuivre cette séquence d'ouverture avec vous, donc Madame Labaille et Monsieur Le Turc, pour ouvrir définitivement les débats. 2 thèmes ont été retenus, apaiser l'école et garantir le bien-être des enfants, accompagner l'école grâce aux activités périscolaires. Madame Labaille, pourquoi ce choix de 2 thèmes comme ça ils sont... Alors, mais... Premièrement, bonjour à toutes et tous. Vous êtes très très nombreux comme chaque année. Eh bien, tout simplement, pourquoi la question périscolaire? Parce que c'est là où s'exerce la compétence éducative des communes et des intercommunalités. C'est la raison pour laquelle chaque année, on fait un retour, un focus sur ces thématiques. Et puis cette année, avec la PLF 2025, nous aurons des questions à nous poser collectivement pour, comme le disait Madame la Ministre, trouver des solutions ensemble et ne pas voir le verre qu'à moitié vide. Pardon. Très bien. Même chose, Monsieur Le Turc. Alors, un petit mot déjà pour dire qu'avec Delphine, on est très heureux de vous voir aussi nombreux et puis que vous ayez réussi finalement, faute de Conseil des ministres, à être avec nous dès la première minute. Pour nous, c'est important. Vous avez dit que vous souhaitiez être à l'écoute et on n'en doute pas. On vous a rencontré dans votre cabinet il y a maintenant quelque temps après votre prise de fonction. Ce qui nous a en fait rassurés forcément avec Delphine, c'est le fait que vous vous mettiez à notre écoute et qu'on sente la continuité des sujets qu'on avait posés sur la table avec vos prédécesseurs qui restent finalement des sujets d'actualité. Ce qui nous préoccupe, et je dirais on va le voir à travers cette séquence, mais d'une manière générale, c'est le contexte général dans lequel nos collectivités sont placées. C'est un peu l'introduction du Congrès des maires dès hier qui va conduire à ce que les élus que nous sommes fassions des choix parfois difficiles et des choix qu'on espère ne pas faire aux dépens justement de l'éducation, de la construction des jeunes citoyens et les 2 tables rondes en tout cas vont permettre de montrer que les élus font, les élus imaginent, trouvent des solutions et ce qu'on souhaite c'est simplement pouvoir continuer à trouver des solutions aux problématiques posées et être à vos côtés avec un État à l'écoute, comme vous l'avez dit, du terrain et des propositions que nous pourrions vous faire. Merci Frédéric. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec cette première séquence qui s'intitule Apaiser l'école et garantir le bien-être des enfants. La médiatrice de l'éducation nationale, Catherine Becchetti-Bizot, restez avec moi, pardon, Frédéric. Becchetti-Bizot a dans son dernier rapport annuel publié à la rentrée confirmé que le climat se dégradait. Un seul chiffre, 39% des saisines de la médiatrice concernent la vie quotidienne et les conflits en établissement. J'ouvre les guillemets, ce domaine passé en première position depuis 2 ans, a connu une très forte progression en 2023 et un doublement en 5 ans, assure donc la médiatrice. Et Madame la Ministre, vous me confirmez effectivement que c'était une de vos préoccupations dans les petits brefs échanges qu'on a eus en amont de ce forum. Frédéric Le Turc, cette dégradation, vous la connaissez malheureusement bien. Je ne veux pas rappeler l'épisode terrible qui est survenu sur votre territoire dans un lycée à Arras. Des mesures avaient été prises dans la foulée donc de l'assassinat de Dominique Bernard, et qui ont été donc mises en œuvre. Est-ce assez aujourd'hui? Est-ce qu'il faut poursuivre pour sécuriser un peu plus l'école, les abords de l'école? Est-ce que ces dispositifs fonctionnent aujourd'hui, Monsieur le maire? Alors déjà, ce que je voulais rappeler, c'est qu'avec vos prédécesseurs, un certain nombre de mesures avaient finalement été posées sur la table pour que des moyens viennent aider les collectivités locales et les équipes éducatives à essayer, comme vous le disiez, d'apaiser l'école, de travailler sur le climat scolaire, d'essayer de tenir compte autant de ce qui se passe à l'intérieur de l'école que de considérer aussi ce qui se passe autour de l'école. Est-ce que, en fait, ce que l'on fait permettra d'éliminer toutes les problématiques présentes dans l'école ou en dehors de l'école? Malheureusement, non. Ce que l'on peut considérer, c'est tout de même que le travail collectif, et je pense que les témoignages qui vont suivre vont le prouver, le travail collectif est quelque chose d'essentiel pour permettre à ce que la communauté éducative tout entière travaille au service des enfants, au service de l'école,
et que quelque part on pense les aménagements extérieurs avec les enseignants, avec parfois les élèves, avec pourquoi pas les parents, et qu'on pense aussi en fait à l'intérieur de l'école à ce que le climat scolaire soit en quelque sorte partagé en conseil d'école ou avec, je dirais, des séquences de travail collectif qui permettent de faire que ça soit une ambition partagée. Ce que nous demandons, et je pense que vous le comprendrez, c'est que les moyens qui étaient mobilisables dans le cadre du FIPD, cette enveloppe qui permet de sécuriser l'environnement, le fonds interministériel qui permet de renforcer en quelque sorte les questions de sécurité, de tranquillité publique, puisse continuer à être activé sur les propositions, les projets qui pourraient être faits par les collectivités. Deuxième chose, je pense que... C'est pas le cas, Frédéric ? Dans un contexte budgétaire contraint, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des tendances à réduire parfois un certain nombre de sujets éligibles, à réduire une enveloppe au service d'un département. Je pense que les maires, en fait, peuvent avoir la volonté de faire, mais encore faut-il avoir les moyens de faire. Et si on nous prend de l'argent dans toutes les poches, ça sera un peu compliqué. Donc la première chose, c'est que ce fonds continue à être actif. La deuxième chose, c'est que le climat scolaire, on le sait, c'est une conséquence de toute une série de contextes qui renvoient à toutes les politiques publiques, finalement, autour desquelles l'éducation doit se retrouver. On ne peut pas traiter le sujet de l'éducation, finalement, seul. Il faut qu'il y ait, premièrement, un rapport de confiance entre l'école et la collectivité, un rapport de confiance entre le ministère et ses équipes qui travaillent sur le terrain à nos côtés. Et ce rapport de confiance est certainement quelque chose d'essentiel. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut que les sujets traités soient véritablement mis sur la table dans un esprit de clarté, de transparence, et que quelque part, on puisse véritablement s'attaquer aux problématiques de fond. Le harcèlement scolaire, vous en parlerez peut-être, malheureusement les tendances suicidaires, les conséquences en fait de ce que les réseaux sociaux et d'une manière générale ces mouvements un peu médiatiques nous conduisent à vivre, ont certainement des conséquences fortes sur le mental, la psychologie des enfants, mais parfois aussi des parents, peut-être parfois des enseignants. Donc il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble pour essayer de tranquilliser, en quelque sorte, faire baisser la température et surtout travailler ensemble. Voilà. Je pense que les témoignages vont nous permettre d'illustrer un petit peu les choses. On y va tout de suite. Frédéric Le Turc avec vous, Marc-Antoine Jamet, vous êtes donc maire de Val-de-Reuil. Donc je vais vous inviter à nous rejoindre sur cette scène. C'est un peu le principe, on ne l'a pas répété. Mais voilà, soyons pour les principes. Voilà, il y a une scénographie en quelque sorte de ces forums. Donc dans l'heure, je le disais tout à l'heure, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous êtes maire depuis 23 ans et vous avez vraiment un rapport fusionnel à l'école. Pour vous, c'est comment dirais-je, c'est quelque chose d'absolument incontournable, de fait. Dans une ville nouvelle qui est la dernière commune créée en France, où on ne peut pas toujours s'appuyer, c'est la 14e plus pauvre de France, c'est la plus pauvre de Normandie, les écoles sont nos cathédrales, et véritablement, et je l'ai vu d'ailleurs pendant les émeutes de juin dernier, je pense qu'on a eu des émeutes épouvantables, mais assez peu de choses brûlées. Et je pense que l'école, c'est le souvenir chez les jeunes émeutiers d'un moment où ils ont été pris en charge, accompagnés, écoutés et respectés par un personnel enseignant remarquable et par des écoles dans lesquelles on avait donné les moyens. Mais si on veut apaiser les écoles, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. D'abord, c'est redonner un projet, une orientation et une orientation politique. Je ne vais pas demander à Jules Ferry de revenir, Madame la Ministre. On est très heureux que ce soit vous, et Jules Ferry aurait du mal à revenir. Mais c'est vrai que sans une devise, alors liberté, égalité, fraternité fonctionne assez bien, mais quelque chose comme mixité, et ce qui pose la question de l'enseignement privé, citoyenneté, ce qui pose le principe de la place de l'école dans la République, solidarité. Alors, vous avez parlé, chers collègues, d'un certain nombre de fonds. On pourrait parler du fonds vert, on pourrait parler de la diminution des situations éducatives, on pourrait s'inquiéter des fonds réservés au TAP. Dans une commune pauvre, on a intérêt à faire 4 jours et demi d'école, c'est-à-dire à faire venir les enseignants 5 jours, pour qu'il y ait 5 jours un repas, 5 jours un encadrement, 5 jours un lever, et qu'on substitue au logement. Car vous avez eu raison, logement, sécurité, environnement sont des sujets corrélaires à celui de l'école, qu'on puisse substituer au logement, qui n'est pas toujours extraordinaire, à la famille qui a parfois des difficultés, l'école. Et donc, cela, et puis évidemment, laïcité.
Laïcité qui n'est pas simplement celle par rapport à la religion, mais qui peut être celle par rapport à l'argent ou par rapport aux opinions politiques. Mais c'est vrai que l'école est compliquée. Moi, j'ai eu une professionnelle du harassement qui est venue dans ma commune, dont on s'est aperçu qu'elle avait fait une quinzaine de communes, dont certaines en région parisienne, et dont le but était d'harceler, de brutaliser, d'injurier les enseignants. Et donc, il faut que ceux-ci puissent, on a mis 1 an à s'en sortir, avec l'aide du rectorat, avec l'aide d'équipes polyvalentes qui sont venues en entrée d'école. Mais je pense qu'à tous ces gens-là, il faut ouvrir un cadre sûr. Un cadre sûr, c'est par exemple souhaiter qu'il n'y ait pas X ministres en X années qui se succèdent et que les ministres soient éphémères et contradictoires. Entre votre prédécesseur Papa Ndiaye et votre prédécesseur Blanquer, il nous semble avoir eu une sorte de virage en épingle à cheveux qui n'était pas tout à fait le même. Quelles conséquences ce stop and go finalement à un moment, il ministériel? faut que l'école considère qu'elle est une institution de la République avec, comme toutes les grandes institutions, Une stabilité, une orientation, une stabilité, un chef. Et je remercie la ministre d'avoir dit que l'amende faible opposée à celui qui avait obligé le proviseur de Ravel à, Madame la ministre, je trouve remarquable ce que vous avez dit, à démissionner, était une chose. Donc il faut qu'il soit souligné. Il faut qu'il y ait également une responsabilité des élus dans le dénigrement de l'école. On ne peut pas dire que l'école est synonyme d'absentéisme, que l'école est synonyme de mauvaise qualification, que l'école est synonyme de mauvaise formation. On doit plutôt encenser des enseignants. Je pense, et je m'inquiète, qu'il y a eu une annonce d'un pôle d'accompagnement et de soutien qui me paraît être parfois un peu un pôle d'accompagnement et de soutien a posteriori, Madame la Ministre. C'est-à-dire quand le problème s'est déjà fait, le référent départemental arrive. Ce que je souhaiterais, c'est que le référent départemental n'arrive pas, que le pôle d'accompagnement ne soit pas créé et que l'ensemble des écoles soient sécurisées avant. Et puis les maires ont oublié. Moi j'ai l'âge d'être grand-père, j'ai 66 ans, davantage qu'être père. Et c'est le cas d'un grand nombre d'entre nous. Pas vous, monsieur le maire, qui êtes la jeunesse même. Mais le problème, c'est est-ce que l'école est toujours la priorité des maires? Et ça, c'est la question. Vous en doutez? Le maire doit être le planificateur et le stabilisateur de l'école. Il doit avoir avec l'enseignement, avec l'inspection de l'éducation nationale, avec l'inspection d'académie, une relation privilégiée, comme il doit l'avoir également avec le commissaire de police et la direction de la sécurité publique. Il se trouve que les maires étant moins notabilisés peut-être, mais également plus remis en question, cette relation avec un certain d'autorité avec la population, enfin de dialogue, de confiance, oui, de dialogue, de confiance, monsieur le maire, vous avez raison, elle a un peu disparu. Et puis, il y a des choses qui sont étonnantes. Il y a eu des choses remarquables qui ont été faites par un gouvernement que je n'appuie pas, mais la flexibilité et le dédoublement. À aucun moment, je n'entends sur l'étendard de l'éducation nationale ces mots flexibilité, dédoublement repris. On a l'impression que ça n'avait aucun intérêt. Or, c'est peut-être la réforme la plus importante. Il y en a de nombreuses que l'on pourrait dire, mais il faut vraiment remettre, non pas l'église au milieu du village, mais puisque nous sommes républicains, remettons l'école au milieu du village et donnons-lui la priorité. Et faisons attention que la baisse de la démographie ne soit pas un prétexte à faire en sorte que l'école n'ait plus sa place. Voilà. Merci. Merci, merci Marc-Antoine. Madame la Ministre, vous avez un témoignage que je trouve très complet finalement de ce que l'on ressent. Et surtout, vous comprenez mieux pourquoi on défend l'idée de ce contrat, en quelque sorte, entre l'éducation nationale et l'AMF pour essayer justement de faire que sur une trajectoire à moyen terme, on puisse poser un certain nombre d'éléments objectifs, notamment en termes d'effectifs, de démographie, et construire en quelque sorte une stratégie en commun qui fasse que les maires et les équipes éducatives ne soient pas en stress sur la préparation de la rentrée scolaire suivante et que quelque part la mobilisation générale autour de l'enfant, de sa réussite, autour de l'école, elle soit stabilisée, sereine. Voilà. Madame la Ministre. Monsieur le maire, je buvais vos paroles. Je buvais vos paroles parce que ce que vous dites à travers vos propos, je crois que l'école, et c'est ce que je porte, c'est une priorité nationale. Nationale. Et ça veut dire, elle ne peut se faire qu'avec vous tous élus, les maires des communes que vous représentez ici, mais également si je parle des collèges, on a les départements, nous avons les régions. Et aujourd'hui, vous avez parlé de stabilité, absolument, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Ils nous demandent quoi? Ils nous demandent
effectivement de la stabilité, et également qu'on travaille pour leur quotidien directement, que ce que nous faisons, que ce que vous faites, que ce que nous faisons nous au gouvernement soit concret dans leur vie, que ça se traduise, que ça ait un impact, que ça soit visible. Et s'agissant de l'école, c'est une école qui fonctionne, qui apporte de l'ambition, qui permet à leurs jeunes de se projeter. Ils ont bien compris que c'était l'avenir du pays, mais parfois il faut quand même avoir la lucidité de reconnaître que certains de nos parents d'élèves n'ont pas eu à travers l'école ce qu'ils en attendaient. Donc le mépris, le rejet, l'indifférence ou la critique de l'école a pu naître aussi de cela. Donc pour moi, c'est une priorité nationale. Et les valeurs que nous devons porter, et je suis certaine que vous-même vous les portez sur le terrain, et ça rejoint ce que vous avez dit, vous avez parlé d'agilité, moi je parlerai aussi de liberté. Il y a 3 éléments qui, moi, sont importants. La liberté, le sens du collectif. Le sens du collectif, ça veut dire que je dois, et j'ai déjà rencontré Frédéric Le Turc, et vous-même, madame, et c'est très important que nous puissions dialoguer, discuter. Ce sens du collectif, nous le construisons ensemble. Vous le construisez à hauteur de vos communes. Et moi, j'ai besoin de vous pour le construire avec nos écoles. Et puis, une fois que j'ai parlé de liberté, de sens du collectif, la notion de respect qui est absolument fondamentale, qui parfois est difficile pour vous, parfois est difficile pour nous aussi. Donc je crois qu'avec ça, faisons ensemble que l'école soit vraiment, véritablement une priorité nationale. Si nous avons ça pour ambition, tous les éléments que vous avez cités derrière, ils seront naturellement traités dans le sens que vous en attendez, j'en ai aucun doute. Merci beaucoup. Je voulais juste vous poser une dernière question, monsieur le maire, sur une initiative, parce que vous avez déroulé déjà pas mal de choses. Les bancs de l'amitié, qui est une initiative qui a été menée dans votre commune, peut-être dans d'autres communes, je l'ignore en France. Est-ce qu'on peut en tirer un premier bilan et l'expliquer en quelques mots? De quoi il s'agit? Les bancs de l'amitié, dans la cour de l'école, parmi tous les bancs, qui sont les bancs normaux auxquels on s'assoit, il y a un banc qui est le banc de l'amitié. Alors d'abord, il a été défini par les instituteurs. Ce n'est pas le maire qui a régné sur le mobilier urbain, ce qui est déjà dans ma commune une exception. La deuxième chose, c'est qu'il a été présenté à tous les enfants. Et le banc de l'amitié, c'est celui sur lequel s'assoit celui qui est le dernier arrivé dans l'école, celui qui se sent rejeté, celui qui a un problème de harcèlement. Bien évidemment, derrière, il y a l'institution pédagogique. Et il y a un certain nombre d'enfants qui ont déjà été sensibilisés à ces problèmes, qui viennent s'asseoir avec lui. Le banc de l'amitié, c'est le territoire du respect, de la neutralité et du collectif. Il est assigné, il est connu, il est voulu par la mairie, il est assigné dans l'institution scolaire, il est accepté par les enfants. Et d'une certaine façon, ce banc de la neutralité, c'est comme quand on joue à chat perché et qu'on se perche, on ne peut plus être attrapé. Le banc de l'amitié, tu es aidé, tu es consolidé, tu es... D'accord. De l'amitié. Important, voilà. Important bien sûr. Je trouve ça de l'école. De l'école, etc. C'est une initiative très intéressante et surtout parce que les maires cherchent toujours à faire que le dialogue soit finalement au plus haut de la vie d'une commune. Et j'ai trouvé que c'était un exemple très intéressant à déployer un peu partout et qui pourrait même faire l'objet d'un encouragement de la part de l'éducation nationale, parce que quand on parle de climat scolaire, ça fait partie d'un certain nombre de réponses qui ne sont pas que accessoires. Frédéric Le Turc, en attendant l'arrivée de Gilles Leprousse, qui est vraiment pris par d'autres événements a priori, mais qu'importe, on ne va pas souligner son absence. On va aller bien sûr à Mayotte avec vous, donc monsieur le maire Amdi Lawedou Soumala, qui nous vient donc de Mayotte. Merci d'être là. Donc un rapport de l'UNICEF publié en novembre 2023 rappelle que dans une île où près de 50% des habitants ont moins de 18 ans et où la population augmente d'un peu moins de 4% par an, les établissements scolaires sont complètement saturés, à tel point que vous avez été obligé de mettre en place des rotations matin, après-midi, etc. Et tout. Comment on fait face, je veux dire, à cette réponse républicaine face à un tel flux, effectivement, de population au jour le jour, presque, à la limite? Merci de m'inviter pour le témoignage, Madame la Ministre. Je vais déjà profiter de cette belle occasion qui m'est donnée ici pour inviter Madame la Ministre de l'Éducation nationale à venir à Mayotte. J'aurais dû le faire. Parce que on a beaucoup parlé de pauvreté, mais on demande en réalité, Madame la Ministre, aux 17 maires du département le plus pauvre de France de réaliser des miracles au quotidien pour l'école. C'est une nouvelle compétence que nous ne connaissions pas. On demande aux maires de 17 maires de Mayotte de faire des miracles au quotidien. 10 000 naissances par an à Mayotte, dont 7 000 dans la commune chef-lieu que j'ai l'honneur d'animer. Une salle de classe par jour. On demande aux maires de Mayotte, chers amis, de construire une salle de classe par jour. En réalité, on nous reproche ce que nous, au quotidien,
on s'organise pour le faire. Mayotte, c'est 374 km². Mamoudzou, c'est 42 km². 10 000 naissances, je l'ai dit tout à l'heure, naissances par jour. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous avez posé la question, qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Oui. Alors, pour ce qui est de Mamoudzou, la commune que je connais la mieux, nous avons un schéma directeur des écoles. Nous sommes arrivés en 2020, on s'est posé la question, compte tenu de cette pression démographique scolaire, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, premier élément qui est là depuis toujours, nous essayons d'y faire face, les rotations scolaires. C'est vrai, ça impute beaucoup sur l'apprentissage de l'enfant. À Mayotte, vous avez des élèves qui font cours matin et soir, après-midi. Pas matin et soir, matin pour un premier groupe, ce qu'on appelle les rotations scolaires, et puis un deuxième groupe qui arrive à midi. Donc, première classe commence à 7 h et finit à midi, et deuxième classe qui commence à midi et demi pour avec finir le même prof ou non? Non, avec deux profs différents, deux écoles différentes. Voilà, c'est deux classes différentes dans une même école. C'est une autre forme du dédoublement. Vous avez compris la pression qu'il y a, mais également pour ce qui est de la ville de Mamoudzou, parce que nous avons à la date d'aujourd'hui 18 000 élèves qui sont scolarisés. Nous en avons à peu près 1000 qui ne sont pas du tout, qui sont répertoriés, mais qui ne sont pas du tout dans nos murs scolaires. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Parce que, comme on l'a dit ici, l'école à Mayotte, l'éducation, c'est un vrai sujet. C'est un vrai défi pour l'ensemble des 17 maires de Mayotte. Et nous essayons d'inventer des solutions pour ne pas, justement, ça a été dit ici, Madame la Ministre, ne pas laisser ces enfants, malgré la pression que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle des classes itinérantes. Ce n'est pas dans les écoles. C'est dans ce qu'on appelle les MJC, les maisons communes, les maisons de la jeunesse et de la culture, où nous essayons, en lien avec le rectorat, de permettre à certains enfants d'avoir un minimum 2 heures par jour de cours. Parce qu'encore une fois, l'enjeu de la scolarité, l'enjeu de l'enfance est extrêmement important. 500 millions d'euros sont mobilisés pendant une dizaine d'années pour construire un nombre que je vais vous laisser le soin de révéler d'écoles. Est-ce que vous avez une crainte, compte tenu des restrictions budgétaires annoncées ici ou là, qu'un tel projet n'aille pas à son terme? Et est-ce que tout ça est lancé d'ores et déjà? Naturellement, Madame la Ministre, comme elle a accepté de venir, parce qu'elle l'a dit très fort, vous l'avez entendu, qu'elle va venir. Elle a prouvé, je le confirme. Madame la Ministre, vous allez à Mayotte, bien sûr. Naturellement. Voilà. Donc, je disais donc, oui, le diagnostic, il est connu, il est partagé par tous. Ce que nous nous sommes dit, schéma directeur des écoles, sur 10 ans, à l'horizon 2031. 500 millions d'euros qu'il nous faut, Madame la Ministre, pour à la fois faire face, répondre aux rotations, parce qu'en réalité, il faut les enlever, les rotations, mais également construire les 302 plus exactement salles de classe nouvelles qui nous manquent. Voilà l'ambition qui est celle de la ville de Mamoudzou. Très bien. On a... Allez-y, Frédéric. Le témoignage est très intéressant et ça renforce ce que l'on dit souvent avec Delphine. C'est qu'on ne peut pas, maire de Périgueux. avec Delphine, voilà, c'est qu'on ne peut pas en fait avoir une position, je dirais, uniforme de la manière dont on regarde l'école. On est obligé de s'adapter aux territoires d'outre-mer qui ont aussi leur diversité, parce que Mayotte, c'est pas les autres. Deux, en fait, il faut qu'on raisonne en fonction de la ruralité ou des territoires de montagne, des villes et banlieues. Et je salue l'arrivée de Gilles Le Proust. Et finalement, que quelque part, le rapport de dialogue entre l'État et les territoires soit finalement un rapport sur mesure. C'est de la haute couture. C'est pas en fait une manière linéaire dont on peut en fait conduire. Et vous avez raison, d'autant plus raison de le souligner que, je le dis ici, Madame la Ministre, encore une fois, la solidarité nationale sur cet enjeu de l'éducation, de l'école. Moi, j'en fait appel au nom de l'ensemble des maires qui sont autour de moi ici. J'en ai fait un appel parce que, je vous dis, à Mamoudzou, encore une fois, Madame la Ministre, il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide. Nous n'avons pas de restauration scolaire à Mamoudzou. 18 000 enfants scolarisés, et je ne parle même pas des 100 000 enfants sur l'ensemble du territoire qui n'ont pas de restauration scolaire. Ils ne mangent pas. Nous n'avons pas de crèche municipale. L'école, c'est très tôt. On l'a dit, on l'a suffisamment répété. Les études l'ont tous démontré. Mais je vous le dis, mes chers amis, à Mamoudzou, nous n'avons pas de crèche municipale. Nous ne permettons pas à l'enfant
très tôt, d'avoir les dispositions utiles et nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je profite de cette occasion pour le dire et d'appeler fortement à la solidarité nationale pour l'éducation des enfants de Mayotte. Merci, monsieur le maire, pour ce témoignage. Et bien entendu, enfin... Je ne tiens pas l'agenda de la ministre, mais je suppose bien entendu qu'elle viendra vous rendre visite sur place le jour où elle se rendra à Mayotte. Gilles Leproust est arrivé. On s'inquiétait, monsieur le maire. Voilà, direct, parce que c'est un sens du timing extraordinaire. Donc, Gilles Leproust, maire d'Allonne dans la Sarthe et président de Ville et Banlieue. Les présidents des associations d'élus sont très pris pendant ce congrès. Donc il y avait une conférence de presse et vous y étiez. J'allais vous poser la première question de savoir qu'est-ce que vous avez pensé des premiers échanges de ce forum, mais de fait, vous n'étiez pas là pour ça. Voilà, c'est un peu court en quelque sorte. Pas besoin d'insister, bien sûr, sur l'importance des écoles dans les quartiers prioritaires de la ville. Vous en faites, vous aussi, une priorité. Quels sont les dispositifs qui rendent l'école joyeuse? Et je sais que vous êtes quelqu'un de particulièrement optimiste. Donnez-nous un peu la pêche, Gilles Leproust. Oui, il faut essayer d'être optimiste parce que le contexte est un peu lourd. J'étais en retard parce qu'effectivement, on signait avec les différentes associations du bloc communal une motion par rapport au budget 2025 de l'État. Alors oui, nous sommes dans une ville quartier prioritaire, donc une mesure qui a été positive, c'est le dédoublement des classes en CP-CE1, qui a été apprécié à la fois par les enfants, apprécié par les enseignants et les familles, qui a un vrai plus. Alors après, le delta qui est posé, c'est que quand les mômes qui sont à 15 élèves en CP-CE1 passent à 25, ça peut aussi compliquer les choses parce que ça dégrade quand même, y compris l'habitude qu'ils ont pris d'éducation. Nous sommes une ville qui avons été dans les 80 premières cités éducatives. Alors je rappelle, c'est éducative, un dispositif qui est né du programme Borloo, après l'appel de Grigny, qui est une excellente réponse pour permettre que tous les acteurs d'un territoire, bien sûr l'éducation nationale, mais également les associations, les services de la ville, et qu'on prenne l'enfant dès le matin au périscolaire jusqu'au soir en passant par le temps méridien et le passage par les associations sportives et culturelles, qui fait la preuve de son utilité. Alors il y a eu, on se félicite, il y en a à peu près un peu plus de 200, 240 je crois aujourd'hui. Ouais. La question qui est posée, c'est que il nous semble qu'il faut aller plus loin parce que là c'est une réponse pertinente d'ailleurs qui a été initiée par les acteurs de terrain. Et je crois que de toute façon, on a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter des réponses qui soient les plus bénéfiques possibles et en prenant en compte la diversité des territoires. J'entendais mon collègue, Allonne n'est pas Marseille, Marseille n'est pas Lille pour aller vite. Et donc, les réponses, il y a un tronc commun, mais après, il y a des histoires, il y a des territoires, il y a des associations qui sont différentes. Et donc, il faut leur permettre, avec des moyens, effectivement, au niveau. Mais ça, c'est efficace, la cité éducative. Et ce que je veux dire, c'est, en interpellant Madame la ministre, c'est qu'il faut qu'on soit attentif que dans ces territoires, dans tous les territoires, notamment ceux là où il y a des cités éducatives, il faut que le niveau d'enseignants reste au bon niveau. Parce que si d'un côté on fait une cité éducative qui est réussite, mais qu'on perd des postes, quelque part, le dispositif, je ne vais pas dire qu'il s'écroule, mais il perd beaucoup de son efficacité. Et puis on a une expérience. Je vous laisse poser des questions. Non, mais moi, juste un dernier point sur le. Mais moi aussi, un dernier point sur les vacances apprenantes aussi, qui est un point. Voilà, un dispositif que vous appréciez particulièrement et que vous déployez dans votre commune. Tout à fait. Alors c'est la petite histoire. Les colos apprenantes sont nés pendant la Covid. On travaillait beaucoup avec Julien Denormandie, qui est le ministre du Logement et de la politique de la ville. On l'avait alerté très tôt, les maires de banlieue, en lui disant « Julien, ça va être chaud l'été, parce que les gens ne pouvaient pas partir, etc. » Et donc, on a travaillé ensemble, on a eu ce dispositif qui perdure. Nous, ça nous a permis, parce qu'il y a une aide apportée aux familles, on a doublé le nombre de gamins qui partent en colo aujourd'hui. Alors d'ailleurs, c'est une réponse. Moi, j'ai vu parfois des écrits, ouais, les parents ne veulent pas envoyer les gamins en colo. Un des problèmes de la colo, parfois, c'est le prix des colos et que les gamins et que les parents ne veulent pas envoyer les gamins. C'est qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs gamins en colo. Hein, quand tu as 1, 2, 3 gamins, ça a augmenté. Donc oui, c'est un dispositif. Quand on travaille en plus avec des associations de tourisme social, avec des émancipations humaines, les mômes reviennent avec... ils ont découvert
d'autres contrées, ils ont découvert d'autres enfants, d'autres villes. Et donc, quand ils reprennent la rentrée scolaire, effectivement, ils sont partis en vacances parce que c'est souvent dans des familles, et c'est particulièrement vrai dans les quartiers prioritaires, où les familles ne partent pas en vacances et donc restent tout l'été dans le territoire. Et même si les villes ont fait beaucoup, y compris avec quartier d'été, un autre dispositif intéressant, eh bien, quand tu restes sur place, t'es pas parti en vacances. Avec tous ces outils que vous mettez en œuvre, est-ce que les phénomènes d'harcèlement, de violence, d'incivilité ou autres sont mieux appréhendés à l'échelle de votre commune? Wow. Ouais, j'espère qu'ils sont mieux appréhendés. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tout réglé, loin s'en faut. Parce que la société, de manière générale, est quand même complexe, plus violente qu'elle pouvait être précédemment. Mais effectivement, notamment ce que je disais à travers la cité éducative, et c'est vrai aussi dans le cadre du contrat de vie du programme Réussite éducative, le fait que les professionnels, aux côtés des parents, discutent, échangent, ça permet de recenser suffisamment tôt pour essayer de trouver les réponses les plus efficaces à des situations qui sont complètement dramatiques d'ailleurs pour un certain nombre de mômes et de familles. Après, effectivement, là encore, c'est une question de moyens humains qui est posée. C'est qu'il faut qu'on ait suffisamment d'enseignants, de psychologues, de médecins scolaires. Et là, sincèrement, le compte n'y est pas. Frédéric Le Turc. Trois messages pour rebondir sur ce que dit Gilles. La première, c'est qu'on a vraiment besoin d'une continuité politique. Notre difficulté à nous qui sommes maires, c'est que les ministres passent parfois, les gouvernements se succèdent et chacun veut, je dirais, amener sa petite pièce à l'édifice. On a vraiment besoin de continuité, je pense que vous en êtes convaincus, et on a vraiment besoin que vous défendiez l'intelligence des dispositifs qui ont été mis en place, qui peuvent être évalués et qui, par l'évaluation, prouveront en fait qu'ils sont nécessaires d'eux. On a besoin de moyens, forcément, mais ça, vous le savez, vous essayez sûrement de vous confronter aux fourches de Bercy. C'est votre travail et on vous remercie de le faire parce que si on veut que demain, en fait, les classes dédoublées ou toute une série de choses puissent continuer à être en place, il faut que les élèves ne soient pas perdus avec, comme le disait Gilles, des mouvements de foule qui soient en fait insoutenables et qui ne leur permettent pas d'apprendre. Et puis la troisième chose, et ça on a vraiment besoin de vous, sur le terrain on travaille généralement en collectif. On réunit les acteurs, on réunit les partenaires, on pose les sujets à travers toutes les politiques publiques, le sport, la culture, l'éducation, la santé. Bref, vous devez le faire aussi au niveau du gouvernement. Parce que le pire, c'est finalement d'avoir, je dirais, une gestion en silo qui fasse que finalement, il n'y ait pas d'articulation entre les uns et les autres et chaque ministre ou chaque ministère veut envoyer un message positif, mais comme ce n'est pas articulé, le bien fondé sur le terrain n'est pas retrouvé. À travers la cité éducative, on a montré que c'était possible. À travers la politique de la ville, on montre que c'est possible. À travers les contrats ruralité, on montre aussi en fait que c'est possible. Bref, dès qu'il y a un peu d'interministérialité quelque part. Voilà, exactement. Merci Frédéric Le Turc. Donc plusieurs interpellations, Madame la Ministre, est-ce que vous souhaitez y répondre d'ores et déjà? Harcèlement scolaire, portage aussi de la part des élus, des enseignants qui ont besoin d'une meilleure reconnaissance aujourd'hui, plus que jamais peut-être. Est-ce que vous souhaitez le faire maintenant ou un peu plus tard, où on aborde l'autre? C'est comme vous. J'ai petite concertation avec les deux coprésidents. Qu'est-ce que vous souhaitez, Mme la Belge? C'est bien. Allez, voilà. Allez, pas besoin de concertation. Peut-être répondre au fur et à mesure, et beaucoup de choses ont été dites. Donc vous avez évoqué ces 3 points. Je vais partir de vos 3 points sur le budget et les postes. Et puis vous avez évoqué la notion de climat scolaire au sens large. Je vais y revenir. Et puis le travail collectif, et je vais revenir aussi. Sur le budget et les postes, vraiment dire que comme vous-même vous battez ici, moi-même je me bats, dire que le budget de l'éducation a été maintenu, même augmenté depuis l'année dernière, ce qui permet de maintenir un grand nombre de projets qui étaient lancés, qui étaient en place, et même d'en ajouter certains. Donc ça c'est important. Sur le nombre de postes, j'ai bien entendu, il y a des enjeux de réalité qu'il faut dire, je crois qu'il faut dire la vérité aux Français, sur les enjeux démographiques et territoriaux, mais néanmoins, je l'ai entendu, la démographie ne doit pas justifier d'être inhumain.
Ça n'empêche pas d'avoir de la concertation et de se parler et de faire les choses en bonne intelligence. Et l'anticipation est importante. Et moi, j'y tiens. Je crains que le délai soit court pour la rentrée 2025, mais j'y mettrai toute mon énergie pour qu'on puisse se parler. Et du coup, j'entends votre appel à la continuité politique, qui là, notamment pour préparer la rentrée 2025, est absolument essentiel. Et si j'ai fait des annonces très en avance par rapport à ce qui est courant de faire, c'est pas parce que j'ai l'impression d'être sur un siège éjectable, c'est bien parce que je préfère donner de la visibilité à nos enseignants et qu'on ait le temps d'en discuter ensemble. Ça, c'était pour le budget et les postes. Pour le climat scolaire, vous avez évoqué beaucoup de choses. Donc dire que c'est essentiel aujourd'hui. Ce climat scolaire, on sait qu'il est... On ne peut pas apprendre ni enseigner si on a la boule au ventre et si on est contesté dans ce qu'on fait ou si on a des doutes sur la manière dont on peut apprendre, l'ambiance qui règne. Donc, plusieurs choses. La sécurisation des établissements. J'ai donné instruction à mes recteurs en arrivant de me faire remonter quels étaient les établissements qui restaient à sécuriser. On en avait identifié 500. Maintenant, sur ce 1000. Donc, sur ces 1000, il y en a environ 400 qui ont déjà été sécurisés. Et nous apporterons notre contribution pour que les 600 autres puissent l'être. Sécurisation des établissements. Sur le climat scolaire, ce sont partout dans des cités où on sait que le climat scolaire est beaucoup plus difficile, où parfois, je vais dire les choses un peu directement, l'ordre doit être établi avant qu'on puisse enseigner. Ce seront des conseillers principaux d'éducation en plus, ce seront des assistants d'éducation en plus, et dès la rentrée de janvier 2025. C'est aussi évidemment la lutte contre le harcèlement, ça a été évoqué. Là, vraiment, il y a eu un progrès énorme qui a été fait. Et je voudrais d'abord souligner que dans ma méthode, dans ma manière de faire, je veux d'abord apporter mon soutien plein et entier, comme ministre de l'Éducation nationale, le répéter, aux enseignants, au personnel éducatif, qui tous les jours, pour certains d'entre eux, font ce qu'on leur demande de faire avec une immense loyauté, avec beaucoup d'engagement. Mais pour ça, je veux qu'ils sachent qu'ils ont le soutien de la ministre que je suis. Mais au-delà de moi-même, c'est l'institution, et c'est d'ailleurs plus largement. J'aimerais que les parents les soutiennent, que la société tout entière les soutienne. On ne peut pas admettre qu'un enseignant soit contesté dans son travail. Comment expliquer un tel fossé aujourd'hui ? J'en parlais encore hier soir avec un historien. On pourrait en faire une théorie pendant plusieurs heures, donc je vais peut-être vous l'éviter. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que c'est un travail collectif, tous ensemble, en se parlant, en construisant ce que vous faites au niveau de vos communes, dans le dialogue, toutes ces méthodes qu'on a mises en place, les cités éducatives, les territoires éducatifs ruraux, tout ça montre que quand on met des acteurs autour d'une table, qui parfois n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, ça fonctionne. Moi, j'y prendrai toute ma part et je le soutiendrai et je le pousserai. C'est comme ça qu'on avancera au bénéfice de tous nos élèves et de tous nos jeunes. Et puis donc voilà, c'était ce travail collectif, vous me donnez un enchaînement parfait qui me semble absolument essentiel. Et juste sur Mayotte, vous dire, monsieur le maire, que j'ai bien prévu, on m'avait vraiment vivement encouragé à y aller, donc c'est bien dans mes radars. Et j'ai plusieurs personnes dans mon cabinet qui m'encouragent et je n'ai aucun doute, j'irai là-bas. D'autant que dans ce que vous avez dit, vous avez aussi des manières d'enseigner, des manières d'organiser l'école, des manières de l'imaginer qui peuvent être extrêmement enrichissants et nourrissants pour nous, par exemple, sur le territoire hexagonal. Et donc ça aussi, dans ce dialogue, on peut apprendre les uns des autres et on sera à vos côtés. Vous savez que sur le plan du bâti, c'est plus de 520 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour pouvoir construire cette salle de classe supplémentaire dont vous avez besoin chaque jour. Nous serons à vos côtés et nous y resterons. Merci Madame la Ministre. Je rappelle à tous les maires, essentiellement, qui sont dans cette salle, que, bien entendu, il y aura un temps d'échange d'une quinzaine de minutes à peu près. C'est pour ça qu'on va un peu accélérer pour ne pas dépasser trop le temps. Merci, Monsieur le coprésident. Non, merci. Moi, je voulais surtout dire qu'on sera très attentif sur cette convention, ce contrat, en fait, qui, à mon sens, nous permettra de céder, en quelque sorte, la relation de confiance dont on a véritablement besoin. Merci Frédéric Le Turc. Merci à vous Delphine Labaille donc de prendre le relais, maire de Périgueux et coprésidente donc de la commission à l'AMF autour de l'école. Accompagner l'école grâce aux activités périscolaires. Une enquête de l'AMF a montré que dans son caractère de service public facultatif, un accueil périscolaire est organisé pour les temps autour de l'école, matin, midi et soir, hors vacances, par la très grande majorité des collectivités répondantes, 93%. Il s'agit du premier mode d'accueil des enfants organisé par les collectivités. Delphine Labaille, donc on va se pencher là-dessus, notamment pour voir de quelle manière cette spécificité communale peut être maintenue et continuer à être financée. Quelles sont globalement les demandes de l'AMF? Est-ce que vous pouvez nous les lister en quelque sorte?
Alors, tout d'abord, je me permets de vous présenter la deuxième équipe dont vous voyez les portraits qui s'affichent et qui représentent plutôt le milieu rural face à nos collègues plutôt du milieu urbain. Et vous allez voir que leurs interventions sont extrêmement complémentaires. Donc, pourquoi, évidemment, nous avions décidé d'intituler cette deuxième table ronde autour des questions des activités périscolaires? Eh bien, parce qu'on est là vraiment dans le champ de compétences directes des communes et c'est que là, c'est dans ce secteur qu'elles peuvent se distinguer et mettre en œuvre les projets qui sont les leurs, avec cette ambition qui est commune et qui est toujours partagée, de permettre une meilleure cohésion sociale et de lutter contre les inégalités sociales et scolaires. Alors, les combats que nous avons menés depuis 4 années maintenant avec l'AMF et pour lesquels nous avons été entendus par nos partenaires. Les premiers, c'est avec la Caisse d'allocation familiale, avec la CNAF, pour lesquels nous avons obtenu de nouveaux financements dans le cadre de la COGE 2023-2027, notamment autour de la hausse des prestations de services. Alors, la prestation de services, c'est cette prestation qui nous permet de financer toutes les activités dans le champ péri et extrascolaire. La création d'un bonus handicap, puisque nous avions évoqué, Madame la Ministre, lors de notre rendez-vous, ce projet d'une école qui soit inclusive, et il faut qu'elle le soit sur le temps scolaire comme sur les temps périscolaires, et la CNAF nous accompagne dans cette mission. Elle comprend aussi l'accompagnement sur le temps des repas, et vous le savez, c'est ce que nous avons aussi à continuer de travailler avec nos AESH pour que ces personnels soient présents aux côtés des enfants sur le temps de la pause méridienne, repas et activités périscolaires. Nous avons aussi obtenu la pérennisation du fonds d'aide à l'investissement et on vient de l'évoquer avec notre collègue de Mayotte. C'est évidemment essentiel pour que nous puissions poursuivre nos investissements et notamment dans la logique de mandat dans lequel nous sommes engagés. 4 années sur 6, c'est dire que les programmes sont lancés et qu'il va falloir continuer de nous soutenir pour les financer. Alors, vous avez évoqué cette grande enquête que nous avons réalisée l'année dernière sur le périscolaire et à laquelle vous aviez répondu de manière très très importante et qui note que l'effort, le poids financier des collectivités pour financer ces activités reste important et qu'il peut être une problématique pour nos collectivités. Je vais maintenant, en écho avec les témoignages et les interventions de nos invités, cibler 3 thématiques qui sont au cœur de la construction de nos budgets et notamment face aux annonces qui ont été faites dans le cadre de la PLF 2025. Donc, comment pouvoir garantir la qualité éducative de notre école avec un grand E, avec les mesures qui sont annoncées. Notamment, comment maintenir les choix qui sont parfois faits par un certain nombre d'entre nous d'avoir des politiques de tarification et notamment où le taux d'effort est progressif. Et Marielle Muret-Baudouin, qui est juste là, interviendra en ce sens dans le cadre de la présentation de son projet pour les activités périscolaires. Nous aurons aussi à nous poser la question du fonds de soutien. Ce fonds de soutien pour les activités périscolaires dites les TAP, 1300 écoles en France sont restées à 4 jours et demi. Cela représente plus de 600 000 élèves et nous avons absolument besoin, comme l'ont dit les interventions précédentes, du maintien de cette aide. Alors d'abord parce que symboliquement elle est essentielle, ça veut dire que le modèle des 4 jours et demi, c'est toujours le modèle réglementaire, même si un grand nombre de collectivités ont souvent été conduites à devoir en changer. Parce qu'au sein de la commission éducation, c'est ce sur quoi on échange. C'est pas souvent par conviction, c'est par nécessité et parfois pour raison budgétaire, puisque ça permet de faire des économies et nous y reviendrons. Donc ce fonds qui a été, dont l'extinction est programmée, donc nous reformulons, Madame la Ministre, la nécessité de le maintenir et dans le contexte de la PLF 2025, nous en avons absolument besoin. D'ailleurs, Corinne Sauvage pourra l'évoquer de la même manière qu'elle pourra revenir sur le projet de restauration collective qu'elle porte en bio et local. Donc ce choix de 60% de bio et local dans la restauration collective, évidemment ce que l'on va chercher, c'est le bien-être des enfants, assurer leur santé, et c'est aussi un écho sur l'économie locale. Peut-être qu'elle sera conduite, comme un certain nombre d'autres maires, à réduire la part du bio et du local dans la restauration si elle n'en arrive plus à assurer le financement. Enfin, avec Fabien Guichou, nous terminerons, c'est au milieu d'ailleurs qu'il est prévu que Fabien intervienne, mais nous aborderons la question qui a déjà été évoquée aussi sur la première table ronde, des personnels, de leur
qualification et de leur rémunération. Vous le savez, nous avons connu des difficultés de recrutement sur les temps périscolaires. C'est toujours au cœur de nos problématiques quotidiennes. C'est tous les jours, on recrute des animateurs pour pouvoir faire fonctionner nos accueils. Et bien, si dans des perspectives économiques complexes pour les collectivités, nous étions amenés à revoir les niveaux de qualification ou les niveaux de rémunération, évidemment que ce recrutement serait encore plus compliqué. Donc vous l'avez compris, ce qui sera au cœur de cette deuxième partie de la table ronde, c'est comment on continue d'avoir une ambition pour l'école, notamment dans nos champs de compétences directes, les accueils périscolaires, extrascolaires, la restauration collective, les activités sportives et culturelles, pour permettre aux enfants de toujours réussir sur nos territoires. C'est une ambition que les maires portent avec force et conviction, même si j'ai bien entendu, chers collègues, que vous nous avez interpellés et questionnés collectivement. Est-ce que nous sommes toujours prêts à mettre l'école au centre du village, et est-ce que nous en faisons toujours une priorité? Alors d'expérience avec Frédéric, dans le cadre de l'animation de la commission éducation, nous pouvons dire que oui, il y a un fort attachement des maires pour avoir une école qui permette à toutes et tous, de s'épanouir et de réussir. Merci Delphine Labaisse pour cette introduction. Voilà, bien sûr, on peut l'applaudir bien entendu parce que voilà, elle a largement facilité le travail de l'animateur. C'est extraordinaire, tout a été posé et on va poursuivre justement avec toutes ces incertitudes budgétaires que vous avez citées, chère madame. Donc Corinne Sauvage, venez vers nous. Merci d'être avec nous, maire de Montamisé, dans la Vienne, une commune de 3800 habitants. Madame le maire l'a dit, donc vous avez maintenu la semaine à 4 jours et demi. Et vous avez mis au cœur de votre politique éducative les activités périscolaires. Comment ça se passe concrètement et est-ce que vous êtes plus ou moins inquiète quand même de ce qui se profile sur un plan budgétaire? Alors Montamisé, oui, effectivement, petite commune périurbaine, mais qui néanmoins ressemble plutôt à un village, puisqu'on a un centre-bourg et des hameaux autour, voilà. Donc avec une population qui travaillent. Voilà. On a des habitants qui sont plutôt absents dans la journée et qui donc ont besoin de nos services périscolaires, à la fois sur le temps de la pause méridienne, mais à la fois sur la fin de journée ou le matin, donc de 7h30 à 18h30. Et ça fait donc un certain nombre d'années, les élus de la commune ont toujours mené une politique volontariste en termes d'enfance-jeunesse, parce qu'on estime que, et je crois qu'on partage tous ce constat, que c'est un investissement sur l'avenir. Nos enfants, si demain ils sont formés, quel que soit le choix qu'ils auront fait, d'études longues ou pas d'ailleurs, ça peut être professionnel également, si nos enfants ont des valeurs, reçoivent à la fois avec les enseignants, mais aussi avec ce que l'on peut leur apporter sur le périscolaire, on fait des adultes, des bons citoyens et des adultes respectueux, et on est très attachés à cela. Donc on travaille autour de ces valeurs, effectivement. On y met beaucoup d'argent sur notre commune. C'est quelque chose qui nous coûte très cher. Oui, par exemple, quel est le niveau d'investissement sur votre commune? Déjà, lorsqu'on a agrandi notre école, on a investi plus de 2 millions d'euros, donc il y a une dizaine d'années, pour faire en sorte que notre école puisse vivre de cette façon, soit accessible pour tous les handicaps également, avec la restauration scolaire, mais on en reparlera peut-être après. Plus tard, oui, bien sûr. Voilà, et avoir des locaux pour permettre aux enfants d'avoir des lieux dédiés pour un atelier, pour pratiquer des activités, etc. Et donc, on fait venir des intervenants grâce à ce fonds de soutien. C'est ce qui nous a permis de le mettre en place. Un grand nombre d'intervenants pour accompagner nos équipes périscolaires, qui sont elles-mêmes force de proposition sur de nombreuses activités, mais avec des intervenants professionnels. Ça peut être des intervenants du monde du cirque, du monde du spectacle. On travaille aussi beaucoup avec le local, bien sûr, les associations locales, sur les termes sportifs, culturels, plus tout ce qui peut être citoyenneté. Enfin, donc vraiment, on essaie d'ouvrir les enfants au monde et à leur environnement. Absolument. Et donc des pauses du périscolaire assez denses, en quelque sorte, pour les enfants. Est-ce que vous me disiez, lorsqu'on a échangé, c'est que vous aviez réfléchi, effectivement, est-ce que les amplitudes horaires ne sont pas extensibles quand même à l'infini, on est bien d'accord, et que dans ce schéma-là de pensée, vous aviez intégré effectivement le fait que ces professionnels, ils ont besoin aussi d'avoir une vision dans le temps, quelque chose de durable, qui ne fasse pas 1 heure le matin et 3 heures à 17h, quoi. Voilà, on a beaucoup travaillé sur ce volet RH, parce que si on veut fidéliser, finalement, je parle de fidélisation, vraiment, nos personnels, on a des personnels formés et on est attaché à les conserver dès lors que tout fonctionne bien. Donc on travaille énormément avec eux. Ils sont force de proposition, nous les écoutons, nous leur demandons d'être force de proposition, nous faisons en sorte de les former et en contrepartie, en parallèle, nous veillons
dans la mesure du possible, bien évidemment, à ce que leur emploi du temps soit plutôt des emplois du temps continus pour éviter d'avoir trop de pauses, puisque lorsqu'on a des agents qui n'habitent pas forcément la commune, on sait bien que les frais de route, les difficultés de mobilité sont là. Donc on essaie vraiment de regrouper tout cela, leurs horaires, et faire en sorte que les temps de travail qui sont nécessaires pour la création des activités périscolaires soient positionnés sur ces plages vides. Donc c'est pas tous les jours, mais on essaie vraiment de travailler cela et vraiment d'embaucher nos salariés, de les titulariser dès lors qu'on a des belles équipes qui tournent bien. Et ça fonctionne plutôt bien. L'exemple de la restauration, on ne va pas parler de la restauration scolaire, qui est un sujet à lui seul, mais il est assez parlant parce que on organise forcément une restauration scolaire de qualité, de bio, locale, etc. et tout, avec des partenaires locaux. Donc il faut une visibilité financière, je suppose, bien assurée dans le temps, etc., pour assurer tout le monde et pour que les partenaires participent dans la durée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu inquiet de cet horizon budgétaire qui s'écrit en pointillé? Bien sûr qu'on est inquiet, puisque si on a moins de ressources, avec toutes les augmentations, quelles qu'elles soient, au niveau de la CNRACL par exemple, la baisse du FCTVA, etc., donc on va être impacté par tous ces éléments-là. Et forcément, si on a moins de ressources, si en plus on perd ce fonds de soutien, pour nous, ça va être un vrai questionnement. Comment on va gérer cela demain? Est-ce que tout le travail qu'on a mené sur la restauration scolaire, on va devoir le remettre en question? Est-ce que les familles vont avoir la capacité à financer? Ça peut être un choix, d'augmenter, toujours augmenter. Mais à un moment donné, on va mettre de côté certaines familles, certaines personnes. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est que chaque enfant puisse être accueilli au sein de notre école et puisse vraiment se construire à la fois avec les enseignants et avec nos équipes. C'est ça, Delphine Labaille. C'est une vraie inquiétude. Voilà. On travaille vraiment dans la dentelle, voilà, je dirais. Il faut de la visibilité. Alors oui, c'est ce qu'on avait rappelé à Madame la Ministre, globalement sur les politiques éducatives, cette continuité qui permettent de construire des projets de long terme, et pour nous, au moins un minimum à l'aune d'un mandat, donc 6 ans, mais aussi sur les stratégies financières, parce que tant vous l'avez évoqué, chers collègues, sur la question des investissements que sur la question des engagements, lorsque vous prenez des marchés publics pour la restauration collective en bio et local, vous pouvez pas y mettre fin brutalement. Et si vous le faites, eh bien vous allez mettre par effet ricochet vous allez mettre en difficulté le tissu économique local. Donc, rien qu'à partir de l'école, sur la question des investissements comme du fonctionnement, eh bien, on a un impact direct sur l'économie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de visibilité et qu'on rappelle les choix que nous serons probablement contraints à faire, à maintenir une aide par classe, comme de maintenir 60% de bio et local dans la restauration, ou même de devoir actionner le volet de la tarification pour financer les services publics. Il va falloir faire des choix. Voilà, il va peut-être falloir faire des choix. Ouais. On était même parti dans le cadre de la restauration scolaire, effectivement. Donc on travaille vraiment avec le local. Par exemple, les enfants dans notre école, lorsqu'ils mangent un laitage, le laitage, il vient du département de la Vienne. Lorsqu'ils mangent des pâtes, elles sont fabriquées dans la Vienne. Voilà, c'est des exemples, juste ces 2 exemples-là, mais on est vraiment très attachés à cela parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour tout le monde. Voilà. On travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et puis on était même sur l'idée d'aller sur du maraîchage. Mais là, c'est... Bon, on est à l'étude et au regard des annonces de baisse de coûts, on va l'oublier pour l'instant. En tout cas, ce sera mis de côté. Mais c'est un projet de longue haleine, effectivement. On a travaillé tous ces éléments-là depuis 2011. Quand on a agrandi notre école, construit une cuisine, tout ça, ça s'est fait dans le temps. Donc on a absolument besoin de votre soutien. Et puis, si je peux me permettre une petite parenthèse, sur le plan sportif aussi, je suis aussi vice-présidente en charge des sports à Grand Poitiers, mais aussi sur nos communes, on a beaucoup d'équipements sportifs, on a besoin de les maintenir. Parce que nos jeunes, ils ont besoin de pratiquer du sport pour avoir un climat serein. On a besoin d'équipements. Et accompagnez-nous pour les rénover, ça serait... Alors, c'est pas mal, elle fait beaucoup de choses, mais... Non, mais je pense qu'elle pourra parler à son homologue, à son collègue. Petite parenthèse, je me permets cette parenthèse. Parce qu'il y a de nouveau un conseil des ministres, je suppose, mercredi prochain. Donc elle lui en parlera, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Mme Sauvage, maire de Montamisé. On va venir avec vous, Fabien Guichou. Moi, est-ce que Mme... Non, je pense qu'on peut enchaîner sur la question des recrutements et l'animation. Fabien Guichou, merci d'être là, adjoint au maire de Foix. Adjoint au maire à l'éducation. La jeunesse. La jeunesse, bon, très bien. 2 fois dans l'Ariège, vous représentez l'AMF au sein du Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse. C'est ça. Okay. Il y a autre chose aussi. Il y a une petite. Non. Il y a autre chose que vous faites pour l'AMF. Non, c'est le coach. C'est déjà beaucoup. C'est le coach, c'est déjà bien. Éducation scolaire, éducation populaire, même combat. C'est un peu un résumé du même combat.
J'ai beaucoup aimé la phrase qu'il disait tout à l'heure de notre collègue remettre l'école au milieu du village. Ouais. Moi, je dis souvent, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ouais. Ce dont on parle depuis ce matin, c'est ni plus ni moins que l'alliance éducative de nos territoires pour que nos territoires soient des territoires éducatifs. Mais on ne s'est pas posé une question, c'est la question de qui s'occupe de ces projets-là, quels sont les professionnels qui sont autour de l'école. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous avons un manque significatif de professionnels. On a réussi à former cette année 49 000 BAFA à l'échelle nationale, mais on est très loin des chiffres avant le Covid. Les vocations ont diminué. Il en faudrait combien à peu près si vous... Je pense 60, 70. Ah ouais, d'accord, 70 000. Okay. Et, voilà, totalement. Ouais. Et puis... je vous ai coupé, pardon. Ouais, coupé. Donc vous avez formé 49 000, on a formé, donc il y a une nécessité de continuer à les former, je suppose. Il y a une nécessité de continuer, et puis on a réalisé un rapport avec le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Ce rapport s'intitule BAFA, le plus beau non-métier du monde. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hélas, par manque de budget dans les collectivités, on embauche des animateurs sur la base du BAFA. Le BAFA, il a 50 ans, depuis l'année dernière, là, voilà, 50 ans. On a fêté l'anniversaire. D'animation volontaire, c'est pas un diplôme professionnel. Et donc, à l'AMF, on a milité pour expliquer que c'était d'abord un diplôme d'engagement. Il n'y a pas de compétences professionnelles. Ce n'est pas un BPGEPS, voilà. Okay. Donc, au lieu d'avoir des professionnels de l'animation engagés dans nos associations, engagés dans les collectifs, engagés dans les MJC, dans les fédérations d'éducation populaire, nous avons des animateurs BAFA à qui on demande des choses qui, bien souvent, dépassent ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a des pays en Europe où les animateurs sont à Bac+3. Okay. Où est-il écrit que l'école a des profs, a des enseignants Bac+3, Bac+5, et les gens qui travaillent en dehors de l'école, dans l'éducation non formelle ou informelle, sont des gens qu'on accepte avec des diplômes d'engagement qui ne sont même pas professionnels. Et nous, on souhaiterait avoir des professionnels, à faire des BPGEPS, des DEGEPS, d'avoir des gens qui conçoivent les communes. Les communes, d'accord. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Et la suppression du fonds de soutien, entre autres, sont des signaux qui nous alertent un petit peu et nous montrent que finalement, les enjeux des territoires, pour faire un territoire éducatif, eh bien, on a encore beaucoup de chemin à faire pour se donner les moyens. D'accord, alors je vais reprendre le slogan de ce congrès, les communes, heureusement, et heureusement qu'il y a encore des solutions. Parlez-nous de, j'espère que c'est en lien avec ce que vous venez de dire, parlez-nous d'Ariège Plateforme, qui est donc une plateforme éducative. Est-ce que c'est, à quoi ça sert en gros ? On a créé une plateforme qui s'appelle Territoire Éducatif. Qui on ? Alors on, c'est tout le monde. L'Union des maires, la CAF. Le conseil général, le conseil départemental aujourd'hui, voilà. Les fédérations d'éducation populaire. Vous savez, il y a un mot qui a été utilisé tout à l'heure, à 3 reprises en introduction, y compris par Madame la Ministre, c'est le mot confiance. Les collectivités, et nous le rappelons avec Madame Labaye chaque fois que nous assistons aux assises nationales de l'éducation populaire à Poitiers, en l'occurrence, les collectivités font confiance aux fédérations d'éducation populaire. Ce sont nos alliés, nous faisons éducation ensemble. Eh bien, en Ariège, Territoire Éducatif, c'est une plateforme où les fédérations d'éducation populaire sont à la table tous les mois, avec la CAF, avec le département, avec les intercommunalités et avec les maires et les professionnels engagés qui sont coordinateurs des politiques éducatives pour consolider les PEDT, pour mettre en place des PEL, etc. Voilà, donc on a cette plateforme qui dure depuis plus de 20 ans. Et donc c'est vrai que c'est une réussite parce qu'on arrive à harmoniser nos politiques éducatives, parce que l'échelle d'une politique éducative, effectivement, elle se réfléchit à tous les étages. Il y a une échelle départementale, effectivement, que l'on travaille avec les intercommunalités. Et le moteur, le poumon, c'est la commune. Voilà, parce que c'est de là que chez nous partent nos accompagnements périscolaires, les animations extrascolaires. Avec ce besoin, mais ça revient très souvent, de retrouver un lien fort avec l'État. Vous le disiez, il y a cette nécessité d'être porté un peu. Ben, moi, alors, voilà, on pense véritablement que, typiquement sur la possibilité d'être à 4 jours ou 4 jours et demi, je vais mettre les pieds dans le plat, de nombreux collègues sont revenus à 4 jours, pas parce que c'était une vision éducative, pas parce que c'était une ambition. Qui aujourd'hui souhaite que les enfants n'aillent à l'école que 4 jours par semaine ? Personne. L'enfant, il s'éduque à l'école et chaque jour, aux côtés des fédérations d'éducation populaire, avec des animateurs, voilà, l'éducation formelle, avec les parents, etc. Bien. Eh bien, nous avons aujourd'hui besoin d'avoir un discours clair.
l'école en France, c'est 4 jours ou c'est 4 jours et demi. Quels moyens on dispose pour mettre en place ce temps scolaire-là? Puisque ici, vous voyez bien, c'est préserver l'école, faire réussir les enfants. Faire réussir les enfants, c'est pas faire réussir que les élèves. Parce que les élèves sont aussi des enfants quand ils sont dans les collectivités. Et donc, nous avons besoin d'avoir une vision très claire et avec les moyens qui nous permettent d'avoir une ambition sur ces 4 jours et demi, ces 5 jours d'école par semaine. Clarifier, effectivement, l'horizon. Delphine Labèche là-dessus, sur le lien éducation populaire et éducation tout court, en quelque sorte. Alors, ce que notre collègue a évoqué, c'est ce projet que nous conduisons avec la ville de Poitiers et l'AMF, qui donne lieu aux Assises nationales de l'éducation populaire, et à tout un programme de formation d'ailleurs, laquelle on vous invite à vous inscrire en binôme élu-technicien. Et c'est comment penser les politiques éducatives complémentaires de l'école, donc portées par les collectivités, et où les associations d'éducation populaire, c'est au cœur aussi de la convention que Frédéric a évoquée tout à l'heure, c'est avoir de la visibilité en termes de moyens humains, de la visibilité en termes de moyens d'investissement, de crédit d'investissement pour penser les équipements de demain, mais aussi sur les projets éducatifs locaux, les PEDT ou les projets éducatifs, les PEL, qui donnent lieu à des contractualisations dont on a évoqué les cités éducatives, les territoires ruraux, tous ces dispositifs qui doivent s'inscrire dans la durée et dans le cadre d'un projet plus global qui est porté par les élus sur les territoires. Et ça, c'est le deuxième axe de la convention que nous avons évoqué avec Madame la Ministre et dont nous espérons maintenant la signature dans les semaines à venir. Le texte est entre les mains des techniciens de l'AMF et le cabinet de Madame la Ministre. Oui. Signature, oui, d'accord, ok, bon, très bien. Non, approbation. C'est vraiment les relectures. Non, j'en profite pour vérifier. Voilà. Merci Fabien Guichou pour votre intervention. On va terminer ce tour de table sur le périscolaire avec Marielle Muret-Baudouin, maire de Noyal-sur-Vilaine et présidente de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine. Un temps périscolaire et scolaire très élargi chez vous. Quelques éléments de compréhension, peut-être, les horaires, etc. et tout, et les modalités opératives pour arriver à offrir aux parents, je veux dire, cette possibilité. Alors, effectivement, Madame la Ministre nous a dit qu'elle voulait être un capteur. Ouais. Et par toutes les interventions qu'il y a ce matin, on s'aperçoit que chaque territoire répond à ces questions de façon différente. Dans mon territoire, effectivement, nous avons une population de biactifs. Et le temps périscolaire, on ouvre la garderie le matin à 7h30. On peut même dire qu'il y a des parents qui nous laissent les enfants 10 minutes avant l'ouverture officielle. Pas devant les grilles quand même, non. Si, devant les grilles. Ça nous inquiète, ça nous questionne. Oui. Et ensuite, on accompagne l'enfant jusqu'à 19h le soir. Donc ça fait une amplitude et il ne faut pas oublier que certains enfants vont être de 7h30 à 19h le soir avec le temps scolaire, le temps méridien. Donc effectivement, nous, on gère cela. On gère des enfants qu'il faut aussi dans la journée pouvoir apaiser, rendre des temps calmes et tout. Donc on a toute une réflexion pour que tous les temps périscolaires répondent à de la découverte, mais aussi à du repos et cela. Et pour gérer cela, eh bien on va dire que nous on jongle parce qu'il ne faut pas oublier que on a, et ça a été évoqué par mon collègue précédent, Fabien Guichou, oui. Voilà, nous avons des agents qui sont motivés, mais effectivement, avec lequel, lorsqu'on leur demande de venir en garderie le matin, c'est 1 heure, puis de revenir sur le temps méridien pour faire le transport jusqu'à la cantine, surveiller la cantine, et tout, c'est 2 heures, et ainsi de suite. Donc, on a tout de même des difficultés dans nos communes, en règle générale, de recrutement, de qualification de ce personnel. On les forme à la bienveillance, à l'écoute, à l'acceptation de l'enfant, à ses besoins, mais ce sont des vrais sujets pour nous. Une question bien sûr sur le financement, avec la tarification progressive que vous avez mise en œuvre. Est-ce que c'est le moyen, le dispositif le plus efficace pour faire face aux contraintes budgétaires de plus en plus élevées? Alors, comme l'enfant tout de même passe beaucoup de temps chez nous, on ne voulait pas faire passer, parce que quand on regarde au final, l'enfant passe tout de même un temps conséquent dans sa journée avec d'autres que ses parents. Et on ne voulait pas non plus que l'aspect financier
parce que ces garderies, ces temps méridiens et autres sont payants, ne soit trop lourd pour les familles et soit inéquitable. Comme beaucoup, on était avec le quotient familial, les paliers. Et il y avait toujours cette jonction entre, lorsque vous arrivez dans le bas du haut du palier et que vous passez des foires, eh bien, pour certaines familles, ce différentiel était conséquent. Donc on a réfléchi au projet. On est parti du projet que le gouvernement avait mis, le repas à 1 euro, qui est notre base. Voilà, donc on part de ça, c'est capé selon le quotient familial. Et ensuite, on a adapté la tarification, c'est tout simplement, on va faire un graphique mathématique. Vous avez une base, ça monte en droite et ça remet en cap. Et donc ce qui veut dire que chaque famille paie au coût réel de ses capacités financières. Il n'y a pas une famille qui va payer le même service. Donc, on a retravaillé notre logiciel de façon à ce que ce soit plus équitable et qu'effectivement, les familles qui, des fois, sont modestes, sont juste à cette limite, ne soient pas trop pénalisées. Et que les familles qui ont des revenus plus élargi, plus confortable, paye effectivement. Voilà. Donc la commune, on a réadapté aussi le taux de participation de la commune et de participation de chaque famille en fonction de cela. Ça nous a demandé du travail au niveau des finances, mais nous estimons que nous, dorénavant, nous sommes plus équitables. Et ça, c'est fondamental. Merci. Alors c'est une modalité de tarification qui est innovante, hein, il faut le dire. Oui. C'est d'ailleurs remarquable la manière dont vous le décrivez, parce que c'est parfois complexe dans l'explication. On était dans ces logiques plutôt de palier, et vous, avec ce modèle-là, dit progressif ou de tarification sociale, vous tenez compte de la réalité des revenus des familles. Ça permet notamment d'accompagner les classes moyennes, qui sont les premières concernées par cet effet de crise économique, et pour lesquelles on pense évidemment dans ce type de politique publique. Donc je salue vraiment le travail et la pédagogie avec laquelle vous le décrivez. Merci, Mme le maire. Vous aviez autre chose à... Juste un petit appel peut-être, ou ce que vous voulez. Appelez-vous vous-même à ce que vous voulez dire. Un dernier thème. Le dernier thème, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec Madame la ministre en aparté. Effectivement, quand on est, nous, en tant que commune, on accompagne les parents, on est auprès de l'éducation nationale. Nous sommes là pour éduquer et accompagner. Et on a commencé à travailler un autre sujet. On s'aperçoit qu'on a des relations avec les parents qui sont de plus en plus tendues, complexes, une incompréhension. Vous avez raison, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne va pas partir sur la théorie. Nous, on ressent, sur le terrain, on ressent des parents qui sont des fois inquiets. Ils ont envie que leurs enfants réussissent. Il y a une pression sociétale qui est forte. Il y a des injonctions contradictoires. On a une crainte de l'avenir. Bref, on a des parents qui, des fois, sont perdus. Et on commence à mettre toute une réflexion sur la notion de parentalité, qui est un autre volet qui prend effectivement la parentalité. Elle va de la tranche de 0, la petite enfance, mais elle va jusqu'à... 20, 23, quand on a encore des étudiants, on est toujours parents et je crois qu'on est parents à vie. Et ça, il faut qu'on le travaille, qu'on y pense et qu'on accompagne, nous, dans nos communes, les parents au quotidien pour qu'ils ne se sentent pas démunis et que justement les relations avec la commune et dans les conseils d'école soient plus compréhensibles. Merci beaucoup Marielle Muret-Baudouin. C'est la fin de cette séquence. Ouais, la boucle est bouclée. Hein, vous l'avez vu dans la dernière proposition, on est revenu sur préserver l'école pour faire réussir les enfants. Ce que je vous propose, Delphine Labaille, c'est qu'on conclue en quelque sorte. Alors, on va conclure, je vous explique. Hein. Donc, voilà, on va aller chercher des questions. Monsieur, voilà. Le maire d'Arras fait, il faut aller tourner. On va aller récupérer d'autres questions. Madame la ministre voudrait réagir. Vous réagissez. Je vais chercher les questions et vous réagissez encore. Et vous venez là aussi, hein, les deux coprésidents. Hein, vous restez avec nous. Merci beaucoup. Oui, je voulais réagir à ce qui vient d'être dit. Parce que finalement, dans ce que vous avez dit, je vois deux éléments fondamentaux. C'est la complémentarité de notre travail entre vous et mon ministère. Qu'il s'agisse des sujets purement scolaires, le périscolaire évidemment. Vous venez d'évoquer la famille. Alors je voulais justement dire quelques mots. J'ai vraiment l'intention, c'est prévu. Je rencontrais ce matin ma collègue Valérie Létard, qui est ministre en charge du logement, et nous avons évoqué ce sujet de la parentalité, qui est absolument fondamental. Vous l'avez dit, qui commence très très tôt, et nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons
sensibiliser les parents, les responsabiliser. Comment nous, éducation nationale, nous avons besoin d'eux, mais pas besoin d'eux n'importe comment. Aujourd'hui, trop de parents, il faut le dire, consomment de l'école, sont des consommateurs avant d'en être des acteurs, et parfois une attente de l'école comme un préceptorat, et non pas comme et on oublie beaucoup le sens du collectif. Donc nous avons un travail, je crois, ensemble, parce que vous avez les familles, vous, au quotidien, tous les jours. Nous les avons sur d'autres horaires, mais nous avons besoin de travailler ensemble pour voir comment faire émerger des réponses à ce sujet de la parentalité. Dire aussi que sur le périscolaire, nous, de notre côté, sur tout ce qui est quartier prioritaire de la ville, nous mettons en place, là, à cette rentrée, nous le développons, ce qui s'appelle le 8h-18h. Ça a été évoqué vous-même, Monsieur de Mayotte, vous l'avez dit, combien c'est important, ou c'est peut-être vous-même qui l'avez dit, d'occuper nos enfants tout le temps. Car quand ils ne sont pas à l'école, nous ne savons pas forcément où ils sont. Et là, nous avons des trous dans la raquette, nous avons un travail à mener. Je l'évoquais ce matin avec ma collègue, donc, encore une fois, au logement. Que pouvons-nous apporter à ces jeunes qui, à un moment, sortent, peut-être décrochent ou pas tout à fait, mais en tout cas ne sont pas dans nos radars éducation nationale, que vous pouvez peut-être avoir, que peut-être parfois le département peut avoir. Nous avons besoin de travailler de manière très rapprochée. C'est là que le modèle cité éducative est intéressant, ou territoires éducatifs ruraux. Nous devons beaucoup plus travailler ensemble. Moi, j'ai bien l'intention, je l'avais dit à Frédéric, nous devons absolument travailler ensemble, nous voir beaucoup plus régulièrement, car des idées peuvent venir de chez vous. Nous pouvons avoir des idées intéressante ou à côté de la plaque, et c'est à vous de nous le dire, pour pouvoir corriger le tir et être le plus juste, parce qu'aujourd'hui, ce sens du collectif est très important. Et puis, j'ai entendu aussi cette notion de visibilité. Visibilité qui est importante, et là, deux choses. Il a été évoqué ce protocole qui est en cours de signature, en effet, entre l'AMF et nous-mêmes, Éducation nationale, et donné peut-être, il y a 8 points importants, mais peut-être ciblés sur 2 qui me semblent importants. Peut-être pas tous sont importants, mais je ne peux pas tous les citer. Donc je vais citer l'Observatoire des dynamiques rurales. Là, j'ai vraiment besoin qu'ils se mettent en place, qu'ils se structurent. Et le protocole dit qu'on doit se voir une fois par an. Je ne suis pas sûre qu'une fois, ça suffise. C'est sans doute beaucoup plus qu'une fois par an. Une fois, ça serait vraiment le minimum. Il faut aller beaucoup plus loin, car c'est à travers, je pense, ces observatoires des dynamiques rurales que nous pourrons notamment construire ensemble la carte scolaire de demain. Donc vraiment, il faut qu'il puisse être très, très fort et très dynamique. Et puis, cette visibilité, je vous l'inscris ici, de la carte scolaire à 3 ans. La démographie, elle est connue, hein. On ne va pas faire les étonner si dans 3 ans, nous avons 200 000 élèves de moins. Nous le savons. Donc nous pouvons dès aujourd'hui construire cette carte scolaire à 3 ans. Et donc c'est aussi un des éléments que construira ce protocole. Et puis peut-être dernier mot sur le temps, la pause méridienne qui a été évoquée ici. Vous dire que nous avons conscience, et grâce à vous, ça nous a été remonté, peut-être cette circulaire qui avait été faite, qui était un peu complexe dans sa lecture et de fait dans sa mise en œuvre. Donc nous travaillons, mes services travaillent à revoir. Il y aura un décret qui sera publié prochainement pour faciliter, pour que cette loi de travail conjoint, collectif autour de la prise en charge de la pause méridienne pour nos assistants d'éducation auprès des enfants en situation de handicap puisse être possible, mise en œuvre et beaucoup plus simple au bénéfice de tous. Voilà ce que je voulais vous annoncer. 10 minutes d'échange, ça vous va, Madame la Ministre, avec la salle? Vous en êtes d'accord? Comment vous voulez qu'on procède? Je prends une question, vous y répondez, on en prend plusieurs et vous y répondez de façon collective. Comment vous voulez faire Par groupe de questions? Par groupe de questions. Alors voilà, bon, donc il y avait là, j'ai vu, il y a déjà 4 questions pendant que vous parlez, donc j'ai repéré. Allez-y, madame. Et donc de façon courte, s'il vous plaît. Ah non, vous restez là, vous levez, vous présentez. Merci de me donner la parole. Madame la ministre, vous avez devant vous un pur produit de l'éducation nationale, même si je suis élue. Par conséquent, l'école, je connais parfaitement, puisque j'ai pu gravir tous les échelons et je connais cette maison. Et je suis également présidente de l'association Prospective. Je vous invite à écrire ce mot-là sur votre cahier. Prospective. Vous allez vous rappeler association.prospective@gmail.com. Et j'interviens au nom de mon association, permettez, pour vous rappeler que vous avez oublié, mesdames, messieurs, un acteur. Les associations participent vraiment aux 2 objectifs qui nous ont été oui, apaiser l'école et garantir le bien-être des enfants, accompagner l'école grâce aux actions périscolaires. Nous y sommes. Pourquoi j'interviens? C'est simplement pour vous dire que certaines associations, comme la mienne, ont déposé une demande d'agrément. Nous en avons besoin pour entrer dans les écoles. En ce qui concerne l'association Prospective, nous avons passé le premier SAS de sélection. Mais seulement, changement de ministre oblige. C'est pourquoi je vous souhaite longue vie, madame.
Oui, oui. Longue vie. Et simplement, Association Prospective, notre dossier est sur votre bureau pour notre demande d'agrément. Je vous remercie. Merci, chère madame. Voilà, donc, vos services. Merci. Bonjour, monsieur. Madame la ministre, madame le maire, en fait, on a, et monsieur le maire également, on a 3 points en commun, en fait, ensemble. D'une part, parce que je suis fils d'enseignant, donc ma mère est un pur produit de l'intégration, elle s'appelait Malika. Deuxièmement, madame le maire, je suis périgourdin, donc voilà, donc ça se refait pas, donc une belle qualité, merci. Et troisièmement, je suis aussi sensible à l'intégration des enfants qui sont dits allophones. Je suis papa de 4 enfants qu'on a adoptés en Thaïlande avec mon épouse, et on a subi une forme de pression sociétale quand nous sommes arrivés avec nos enfants en France, y compris de la part du rectorat, pour la capacité d'accueil et le fait de leur laisser du temps au temps. Un enfant allophone, c'est un enfant qui ne parle pas français, et quand il arrive à l'âge de 7 ans et demi, il doit être dans sa classe d'âge. C'est une aberration complète. Une aberration parce qu'on ne lui laisse pas le temps de s'intégrer, de prendre racine et de faire famille. Donc on laisse comme ça, en fait, une dérive s'intégrer, et je porte cette parole également au titre des familles qui ont adopté, puisque j'ai fait partie de conseils nationaux, en fait, d'œuvres d'adoption sur le même principe. Voilà. Et une deuxième question, je suis également sensible au handicap, puisque sur mes 4 enfants, 3 ont un handicap invisible. Et donc nous avons créé avec Philippe Croison une application qui se nomme Very Important Parking, qui référence l'ensemble des lieux accessibles au handicap. Donc j'appelle aussi tous les élus locaux ici présents à pouvoir se rapprocher de nous. Elle s'appelle donc Very Important Parking. Je voulais aussi vous sensibiliser sur l'accueil des enfants en situation de handicap, car je l'ai vu, on appelle ça le temps ordinaire pour les enfants handicapés. Il n'y a rien de pire que de dire qu'il y a un temps ordinaire, il y a un temps extraordinaire. Alors ils sont extraordinaires, mais ils méritent un temps ordinaire. Merci, monsieur. Je continue mon tour. Hein. Oui, Madame la Ministre, bonjour. Monsieur Malherbe, maire d'Aubigny-les-Potiers dans les Ardennes. Moi, j'ai une question très simple. Ça concerne la fermeture des écoles. Alors, c'est un cas très particulier. Je fais partie d'une communauté de communes avec donc mon école qui contient 2 classes. Nous avons entre 35 et 40 élèves. Et au nom des ajustements, je dirais, au sein de la communauté de communes, mon nombre d'élèves progresse et la communauté de communes qui a la compétence a décidé de fermer mes 2 classes pour permettre à 2 pôles scolaires de gauche et de droite, me permettez-vous, de sacrifier mes élèves, mes 35 à 40 élèves, au nom des ajustements, parce que les élèves baissent dans les 2 pôles scolaires et on va sacrifier mon école à la rentrée 2025 au prétexte de l'équilibre des effectifs. Alors que nous avons une équipe enseignante vraiment très compétente, une association de parents d'élèves qui est vraiment formidable, et surtout l'éducation nationale qui n'a pas souhaité fermer mon école. C'est invraisemblable. Voilà, donc l'éducation nationale, je témoigne comme quoi votre mission est vraiment authentique et sincère, mais par contre, je trouve ça lamentable. Alors, ça a été décidé lors d'un conseil communautaire et je compte beaucoup sur vous parce que mes parents d'élèves, mes enseignantes qui sont des personnes formidables, m'ont dit, écoutez, monsieur le maire, il faut aller au congrès des maires et interpeller madame la ministre parce que c'est quelque chose de terrible. Merci. Voilà. Merci beaucoup, madame la ministre, et merci beaucoup, mesdames les élus de vos interventions. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière question, là, et puis après, voilà. Je vais sortir de la salle. Merci, monsieur. Oui, bonjour, madame la ministre. Alors, donc, moi, je suis maire adjoint de Saint-Quentin dans l'Aisne. Je précise, pas Saint-Quentin en Yvelines, puisque quand on parle de Saint-Quentin, en général, on confond un petit peu. Et par ailleurs, je suis aussi directeur d'une SRE, une structure de retour à l'école, en l'occurrence le micro-lycée de Saint-Quentin. Et alors, on va peut-être un peu s'éloigner du sujet, mais bon, je voulais quand même aborder cette question avec vous, la question prégnante du décrochage scolaire. Puisque dans mon établissement, moi j'accueille des élèves en décrochage scolaire, âgés de 16 à 25 ans,
Et alors, me semble-t-il, mais après je me trompe peut-être, lors de votre prise de fonction, dans votre discours, que j'ai écouté attentivement, je n'ai pas entendu cette problématique du décrochage scolaire. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous avez un programme concernant cette question, hein, parce que c'est quand même une question très importante, et donc où est-ce que vous allez agir dans la continuité de vos prédécesseurs? Voilà. Donc je voulais savoir un peu quelle était votre position sur cette question du décrochage scolaire. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur... Je vais peut-être répondre à cette première série de questions. Très bien. Alors, première série de questions. Donc, s'agissant des associations, vous dire, madame, qu'en effet, il y a plusieurs étapes dans l'agrément d'une association et ces étapes sont très importantes. Nous devons plus que jamais être vigilants et pardonnez-nous peut-être ce que vous pouvez trouver comme étant des complexités administratives, peut-être un peu de temps, mais ce temps est nécessaire pour s'assurer que les associations qui interviennent auprès de nos jeunes soient des associations dans lesquelles nous pouvons avoir, et vous et nous, entièrement confiance. Donc ça prend un peu de temps, mais ce temps est absolument nécessaire et absolument indispensable. S'agissant de l'intégration des élèves allophones, monsieur, alors j'entends votre remarque et j'avoue qu'à vous écouter, je me disais quand même, moi j'ai l'expérience des établissements français à l'étranger. Nous passons notre temps à accueillir des enfants allophones. Nous ne faisons que ça. Et nous avons en effet différents modèles avec ces classes qui sont des français dites chez nous, langue de scolarisation. En France, c'est plutôt classe de français langue seconde. Et qui, alors là, avec des résultats, il y a des enfants qui en 3 mois maîtrisent le français de façon admirable et certains pour lesquels c'est un peu plus long. L'idée de les remettre dans une classe, avec des enfants de leur classe d'âge, l'idée, mais on peut en discuter, on peut en débattre, l'idée initiale, c'est de se dire, on ne va pas mettre un enfant de 10 ans avec un enfant de 5. Donc il y a à la fois le niveau, le contenu académique et l'apprentissage de la langue. Moi, dans l'expérience que j'en ai, je vous parle en tant que plus personne que ministre, mais je suis vraiment prête à mettre le sujet sur la table. Peut-être que mes équipes dans mon cabinet vont être étonnées, mais je crois qu'il faut poser le sujet sur la table, de voir comment nous pouvons donner accès à notre langue, parce que sans notre langue, tous les apprentissages sont inaccessibles. Et donc on les met en situation très difficile et d'échec pour eux-mêmes, et ça n'est pas une construction psychologique que je pense saine pour nos jeunes. Donc il faut poser le sujet et voir comment on peut leur donner accès à notre langue. C'est vrai d'ailleurs pour tous au-delà des enfants allophones. Nous savons que l'accès à la maîtrise de notre langue, c'est ça qui sera la clé pour l'accès à la maîtrise de tous les autres savoirs que nous avons envie de leur transmettre. Sur le handicap, alors oui, nous arrivons aux 20 ans de la loi de 2005 et nous allons effectivement ouvrir ce sujet. Nous avons monté beaucoup de marches d'escalier, mais nous avons devant nous, c'est un escalier entier encore à grimper pour pouvoir vraiment accueillir nos jeunes, tous nos enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation, leur territoire, leurs conditions de vie, peu importe, nous devons tous les accueillir. L'ambition est très grande, elle est lourde à mener, mais moi j'ai bien l'ambition de la poursuivre et je crois qu'il faut là aussi se mettre tous autour de la table parce que, je vais dire la vérité quand même, on a un petit sujet de moyens à l'éducation nationale et qui du coup pénalise beaucoup de nos jeunes qui devraient avoir accès à toutes nos écoles, partout sur l'ensemble de l'intégrité de leur parcours. Mais il faut en parler ensemble et voir comment de façon intelligente on peut trouver les meilleures solutions. Sur les classes et la Comcom, écoutez, pour une fois que je ne suis pas responsable d'une fermeture de classe, ça me fait plaisir à entendre. Mais ça montre combien nous devons absolument rentrer dans ce dialogue. Quand je parlais tout à l'heure de l'Observatoire des dynamiques rurales, voilà exactement la structure dans laquelle nous devons absolument nous voir plusieurs fois par an en anticipation avec cette vision sur 3 ans. Donc voilà, on prendra vos coordonnées pour voir avec vous si on peut appuyer et comprendre la raison de cette décision de la Comcom, qui n'est pas courante quand même. C'est pas dans les plus courantes. Et puis, pour le décrochage scolaire, en effet, je ne l'ai pas évoqué parce que si j'avais voulu évoquer tous les sujets qui concernent l'éducation dans mon discours de passation, je vous aurais retenu pendant plusieurs heures. Donc évidemment, ce sujet est très important. Le décrochage scolaire, d'une manière générale, à partir du moment où l'enfant n'est pas dans une de nos écoles, où est-il? Ça peut être pour décrochage scolaire ou pour d'autres raisons. Il faut aussi avoir présent l'esprit, je pense par exemple aux enfants qui sont harcelés, qui ne veulent plus venir, aux phobies scolaires, au renvoi peut-être temporaire d'un établissement pour un sujet de discipline, ils ne sont pas forcément en décrochage. Le suivi de ces jeunes, j'ai bien vu en discutant avec notamment des responsables de communes, des élus dans nos communes, mais également pour les collèges et les lycées dans les départements, dans les régions, il y a un trou dans la raquette. Il faut le dire, il y a un trou dans la raquette pour le suivi de ces élèves. Il ne m'a pas échappé. Et là aussi, il s'agit de se mettre autour d'une table. J'en parlais avec M. Sauvadet pour les départements. Nous devons trouver ensemble à construire une réponse. Comment nous pouvons ensemble croiser nos données, nos connaissances. Il y a peut-être des choses que vous savez, élus dans vos communes, que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas connaissance sur une situation de famille, par exemple, sur un cas particulier. Nous ne pouvons ne pas tout connaître. À l'inverse,
Il y a des choses que nous avons en connaissance que vous n'avez pas. Il faut absolument, ça renforce le projet que j'ai de vraiment travailler de façon beaucoup plus étroite. Soyez assurés que je reverrai Monsieur Le Turc et Madame Labaisse beaucoup plus souvent que peut-être ça n'était d'usage. J'y tiens absolument. C'est comme ça que nous construirons une réponse adaptée, y compris au décrochage scolaire. Merci. Il y a encore 3 questions, Madame la Ministre. On les prend? On est bien d'accord? Hein, bien sûr. Donc voilà, je retourne là-bas et je vais faire en sorte qu'elle soit très courte, s'il vous plaît, chère Madame. Merci. Madame le ministre, adjointe éducation petite enfance à Aurillac dans le Cantal, nous avons fait le choix d'une semaine à 4 jours et demi et nous y sommes fortement attachés à la baisse des semaines officielles, à la suppression des financements pour nous accompagner sur la qualité des activités périscolaires nous inquiète fortement. Est-il prévu un accompagnement à cette nouvelle difficulté pour nos collectivités pour rejoindre la thématique de la dernière table ronde, accompagner l'école grâce aux activités périscolaires, il me semble essentiel. Merci. Merci Madame. Vous pouvez répondre si vous voulez, parce que je vais de l'autre côté là-bas. Oui, merci Madame pour votre propos sur le fonds de soutien aux activités périscolaires qui en effet avait été établi, mis en place pour pouvoir accompagner les écoles qui étaient, ça a été évoqué tout à l'heure, à 4 jours et demi par semaine. Et puis bon, l'évolution a montré que c'était pas vers forcément ce schéma-là que la plupart des communes sont allées. Aujourd'hui, l'année qui vient de s'écouler 2023-2024, c'est encore 1300 communes, ça fait plus beaucoup, hein, qui étaient restées sur 4 jours et demi. Et initialement, ce qui était prévu, cet accompagnement avait toujours eu vocation à être temporaire, il n'avait pas vocation à se pérenniser. Et initialement, rappelons-nous, la loi avait inscrit que là, en cette rentrée, c'était initialement terminé. Ce qui finalement, nous avons pris la décision de ne pas le faire. Et donc, moi, j'ai accepté, j'ai donné mon accord pour que ce soit poursuivi pour cette année en cours 2024-2025. Pour le moment, la loi dit bien que ça doit s'arrêter au 1er septembre 2025. Mais je crois qu'il est important, là aussi, qu'on puisse rentrer dans une concertation et qu'on puisse voir ensemble comment on peut accompagner ce sujet des activités périscolaires qui rejoignent beaucoup de sujets qui ont été abordés aujourd'hui, et notamment, par exemple, vient d'être évoqué le sujet du décrochage scolaire. D'ailleurs, ça, c'est un terme très négatif, et moi, je voudrais travailler sur comment on peut accrocher nos élèves et remettre en selle exactement, redonner le goût à l'école. On va travailler sur l'accrochage scolaire, et là aussi, on a besoin de se concerter, de travailler ensemble sur ce sujet-là. 2 questions. Bonjour Madame la Ministre, Maxime Nafosi, adjoint au maire à Pont-de-Clé dans la métropole de Grenoble. Je suis adjoint au maire à l'éducation, au sport, à la vie associative et aux finances. Je voulais juste rejoindre Madame Sauvage et Monsieur Guichou sur l'enjeu. Il y a une forte mobilisation des élus locaux sur la question éducative. On le voit, toutes les initiatives qui sont portées sur les temps périscolaires, mais aussi sur les moyens qu'on met sur le temps scolaire à destination des enseignants pour porter des projets culturels, sportifs, etc. En fin de l'été, les ministres, anciennement ministres de l'économie et du budget, ont tapé assez fort sur les collectivités locales et sur la gestion des collectivités locales. Aujourd'hui, ça a été évoqué, le taux de CNRACRL qui finalement est revu à la hausse. Pour la commune de Pont-de-Clé, c'est près de 400 000 € de dépenses supplémentaires. 400 000 €, c'est des pans de politique publique entiers qui tombent. C'est notre politique de restauration, 60% du bio. C'est les moyens qu'on met à la culture pour apprendre aux enfants à jouer d'un instrument, à faire intervenir les enseignants de musique à l'école, ou c'est encore nos centres de loisirs qu'on pourrait éventuellement faire tomber. Donc moi, je voulais juste savoir comment vous entendiez peser dans les rapports avec Bercy, auprès des sénateurs qui vont instruire notamment le projet de loi de finances pour protéger l'école, pour protéger toutes nos initiatives en direction de nos enfants et préparer l'avenir de ceux-ci. Voilà, c'est cette question-là que je voulais vous poser aujourd'hui. Merci. Merci à vous, et ce sera la dernière question de la réunion. Merci. Oui, je ne serai pas longue. Sylvie Billot, donc première adjointe à la mairie de Sainte-Marie, de la communauté d'Aglo qui compte quand même 240 000 habitants. Et si j'interviens, c'est que tous les ans, je viens dans ces forums et à chaque fois, bon, il n'a pas besoin, mais mes collègues de Mayotte vivent effectivement dans un autre monde, mais l'autre monde, il est à côté. Il est notamment à La Réunion, dont on n'entend pas parler. Hein. C'est vrai que socialement, pour l'instant, il n'y a pas d'émeute. Hein.
Simplement, je voudrais dire et partager avec l'ensemble des collègues, vous êtes en dénatalité déjà depuis très longtemps et nous sommes à l'inverse, en forte natalité. On essaie d'appliquer effectivement, alors j'ai oublié de préciser juste que dans mes nombreuses responsabilités, j'ai aussi les affaires scolaires depuis 6 mandats. Donc ça me parle. Je suis de l'éducation nationale, ça me parle aussi. Et donc je voulais sensibiliser effectivement l'ensemble des collègues sur la solidarité nationale parce que nous avons aussi de gros efforts à faire et on les fait actuellement. On met 5 millions d'euros, d'accord, chaque année dans nos écoles. Vient peser sur nous aussi des directives ministérielles qui tombent, et je suis désolée, les parents d'élèves sont à l'heure aussi des réseaux sociaux au courant de tout ce qui se passe. Donc ils veulent l'exacte reproduction de ce qui se passe en métropole en termes d'avantages, et quand je lis que on accompagne l'école grâce au périscolaire, eh ben, nous n'avons pas fait ce choix-là, nous l'avons laissé aux associations, ce qui est pour nous un arrache-cœur. Donc je voulais quand même vous sensibiliser là-dessus, et on fait l'effort dans nos collectivités, mais c'est très très difficile. Merci. Merci madame, merci beaucoup. Le message est passé. Réponse même, Genetet, et puis après conclusion des 2 coprésidents. Merci beaucoup pour ces 2 dernières questions. Donc quand je dis Pont-de-Clé, comme que je connais bien, c'était la ville qu'on traversait tout le temps pour monter le col du Lautaret après. Donc, en effet, j'entends les difficultés que vous avez les uns et les autres, mais en fait, ce qui rejoint un peu vos 2 questions, et ce qui m'impressionne, et ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est la dynamique que vous insufflez, les obstacles que vous surmontez. Ça a été, le mot miracle tout à l'heure a été prononcé, je pense plutôt de prouesse, d'acrobatie parfois. J'en ai bien conscience, et d'où l'importance qu'on puisse vraiment, encore une fois, travailler très étroitement. J'ai bien entendu que, et à Mayotte, et à La Réunion, vous avez une dynamique démographique qui n'est pas du tout celle que nous avons sur le territoire hexagonal, très très différente, même s'il y a des territoires hexagonaux dans lesquels il y a des dynamiques positives de croissance de population. Il y a en revanche des territoires ruraux et de montagne qui sont en décroissance très forte, démographique très forte, mais ça n'est pas le cas tout à fait partout. C'est très inégal. C'est cette inégalité à laquelle il faut qu'on arrive à travailler, pour laquelle on doit apporter des réponses. Je crois que c'est vous, monsieur le Turc, qui l'avez dit tout à l'heure, qu'on arrive à faire du sur-mesure. On n'arrivera pas à faire autrement. Comment on arrive à avoir une réponse républicaine nationale avec un cadre de droit très précis et qui soit le même pour tous, mais en même temps en étant capable d'être agile, intelligent et d'ajuster la réponse au plus près des besoins des uns et des autres. Moi, c'est vraiment ce à quoi je travaillerai et je m'attellerai, et vous dire que plus globalement, dans le projet que je porte, je veux vraiment qu'on ait l'ambition tous ensemble, parce que nous portons tous l'avenir de notre pays, moi avec les jeunes, mais vous avez également leur famille avec vous, et nous devons à tout prix nous dire que c'est ensemble que nous parviendrons à avoir cette école qui soit une école juste, qui soit une école efficace sur l'ensemble du territoire national, que nous puissions accompagner nos jeunes et aller chercher ceux qu'il faut accrocher à notre système, les familles qu'il faut accrocher également, ne laisser personne sur le bord de la route, que ce soit un enfant allophone, un enfant à besoin éducatif particulier, quel que soit son besoin de toute nature. Ça peut être une situation de grande pauvreté, ça peut être un handicap plus particulier, ça peut être un enfant qu'on appelle 10 quelque chose, les 10 traits, ça peut être un enfant à haut potentiel, ça peut être, il y a toute raison, toute situation qui peuvent conduire à une difficulté d'intégration et de rentrer dans ce modèle scolaire, qui reste malgré tout avec ce sens du collectif essentiel. L'école n'a pas vocation à être un préceptorat fois 12 millions d'élèves, mais elle a bien vocation à être un projet collectif, un projet national. C'est ça l'ambition de notre école républicaine, et je voudrais terminer en disant que les valeurs républicaines, la notion de citoyenneté que nous portons ensemble, je souhaiterais vraiment qu'on travaille ensemble dessus, car au bout du compte, à la fois pour nos jeunes, pour nos parents, pour beaucoup de nos concitoyens, ce projet de citoyenneté nationale, il est fondamental, il est fédérateur. Nous l'avons vu à travers des événements comme les Jeux Olympiques. Travaillons ensemble à ce sens du collectif, à ce projet national, et faisons de notre école une véritable école républicaine pour tous. Merci Madame la Ministre. Et les 2 coprésidents donc, de ce forum vont s'accrocher en quelque sorte à ce propos pour conclure eux-mêmes et vous
Et dire, Mme Labelle, ce que vous avez pensé finalement de ces débats globaux. Et vous, Monsieur Le Turc, voilà, en quelques minutes, bien entendu, très rapidement. On a l'habitude de conclure dans cet ordre, moi puis Frédéric. Je crois qu'à l'issue de ces échanges, on a notre mandat, notre feuille de route pour l'année 2025, je dirais autour de 2 thématiques. Alors évidemment, la question budgétaire qui est au cœur de l'enjeu des communes, la construction des budgets sur lesquels nous travaillons, avec vous, Madame la Ministre, et vos collègues, pour que les finances des collectivités soient sanctuarisées, qu'on s'inscrive dans une stratégie qui permette à toutes et tous de poursuivre les politiques qui sont engagées, au moins d'ici la fin de ce mandat, et qu'on puisse se revoir au printemps 2026 pour construire les ambitions du mandat qui suivra. Donc nous ferons le porte-parole de vos préoccupations, comme nous l'avons fait, et vous le avez vu, un grand nombre d'avancées ont été relevées. Le deuxième, c'est cet enjeu d'une école qui soit inclusive avec un grand I, où chacun y trouve sa place, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, et qu'il relève ce défi d'une école de la République qui permette à toutes et tous de réussir. Alors, sur le plan de la méthode maintenant, le protocole qui doit nous donner le cap d'ici la fin du mandat sur lequel nous travaillons et qui est en phase de finalisation, les rendez-vous que vous nous avez généreusement accordés de manière régulière et que nous allons poursuivre avec vous, et puis cette volonté toujours d'animer la commission éducation dont vous êtes peut-être membre ou pas. N'hésitez pas à nous rejoindre, pour lesquelles elle est d'ailleurs souvent thématisée. Donc on a un ordre du jour et on prend le temps, dans une sorte de sous-commission, de travailler avec les maires de la montagne, les maires du milieu rural, les maires urbains, les maires ultramarins, pour que chacune et chacun prenne sa place dans cette grande maison qu'est l'AMF. Moi, je vais terminer en étant très rapide. Premièrement, confiance. Je pense qu'on l'a beaucoup partagé, exprimé à travers nos différentes prises de parole. Et c'est vraiment dans cette relation de travail que l'on veut s'inscrire. Mais c'est aussi la relation de travail que l'on veut avec la proximité des enseignants et de toutes les communautés éducatives de France. De continuité. On a beaucoup parlé forcément du second degré, mais on est bien dans la continuité éducative avec peut-être d'autres travaux qui nous permettront de parler de la petite enfance, voire des mamans en fait, qui attendent un bébé, qui ont besoin aussi déjà d'être accompagnées et veillées avec les papas jusqu'à l'engagement ou l'arrivée dans le monde professionnel. Et le troisième mot, vous voyez, je suis sur les 3 C, congrès, parce que chaque année, nous accueillons un nouveau ministre. Donc le congrès 2025, peut-être, nous permettra de vous accueillir à nouveau. Et surtout, c'est une performance, en tout cas. Et surtout de faire le point sur les travaux que nous aurons réalisés ensemble tout au long de l'année 2024-2025. En tout cas, merci de votre présence. On a beaucoup apprécié le temps que vous nous avez consacré et surtout au travail. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. C'est très agréable. Ah bon, maintenant. Bonjour.